Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Free Week. Pour le numéro d'émission de ce samedi, vous aurez droit à la rubrique Foi et astuces spirituelles, au vrai visage de l'audace, à l'instant prestige, à la tribune virale, chers amis internautes, au zapping de la semaine, sans occulter, à l'écoute de la diaspora. Chers amis internautes, sans trop discourir, on démarre avec, juste après l'instant pub sur Free Week, on démarre avec le vrai visage de l'audace. Allô? Ah, je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le visage de l'audace, ce matin, je suis encore allé dénicher pour vous un jeune entrepreneur. Ce matin, je suis avec Billy Huenifa Patrice Catraillé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir accepté aussi l'incursion dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre activité professionnelle, si je peux le dire ainsi. Alors, vous êtes spécialisé dans la production de volailles de haute qualité. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous d'où est partie cette inspiration, le fait de l'élevage de volailles. Alors, je pars du principe où, au fait, c'est venu par passion. C'est-à-dire que c'est une passion qui m'a conduit à ça. Et la volaille, déjà, c'est quelque chose que ma mère s'est tellement bien préparée, c'est-à-dire les poulets, le rôti et tout ça. Donc souvent dans dans des événements familiales et tout ça, j'aidais souvent ma mère à déplucher, laver le poulet, tout ça. Je me suis dit, on faisait quoi, si on peut savoir très rapidement? Quoi ça? Maman, elle faisait quoi dans la vie active? Ma mère, elle est styliste, modéliste. Oui. Et elle fait aussi de la restauration. De la restauration, ouais. Ok, voilà pourquoi. Voilà d'où c'est parti et tout ça.
Et après, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas ouvrir une entreprise, Oui. puisque j'ai un peu d'influence sur les réseaux. D'où j'ai ouvert mon entreprise. Et Volaille d'argent, volaille d'argent, et sans vous mentir, ça a pris comme ça a pris, quoi. ça a pris comme ça a pris. Mais pourquoi vous avez voulu, en dehors de cette passion, entreprendre? Entreprendre déjà parce que... Maman est restauratrice, vous auriez pu faire comme bien d'autres, Bien sûr. rester à côté de maman, développer juste ces activités-là et ne plus rien faire. Pourquoi vous avez voulu entreprendre? Alors, moi, j'ai voulu entreprendre parce que déjà, en tant que jeune, on n'a pas beaucoup de potes qui nous sont ouverts. Et déjà, moi, je pense que c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais il y a plus de personnes âgées que de jeunes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, au fait, mettre un peu mon grain? Pourquoi ne pas, au fait, essayer de faire quelque chose quand même pour me démarquer des autres? Parce que tout le monde, actuellement, soit c'est pour vendre des habits, soit c'est pour devenir influenceur TikTok ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ben non, j'allais faire un truc que, au fait, personne ne peut faire. Parce que la volaille, c'est un secteur très, très, très risqué. Dans le Très sens risqué, où, pourquoi? Dans quel sens? voilà, dans le sens où tu peux avoir 1000 volailles à 7 heures et à 10 heures, tu peux en avoir 5. Pourquoi? C'est-à-dire que il y a ce qu'on De 1000 appelle... à 5? Oui, on appelle ça l'infection. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir acheter de la volaille et dans le même temps, cette personne peut juste venir vers vous et vous saluer et tout ça et regarder juste les poulets et toucher la cage. Et puis les autres volailles seront infectées parce qu'ils n'ont pas été désinfectés avant de venir sur le sujet. Donc du coup, c'est un secteur vraiment très très risqué et il faut avoir de l'audace au fait pour le faire. Il faut avoir de l'audace pour le faire. Et est-ce que vous, dans ce secteur, vous y êtes depuis combien d'années déjà pour le rappel à nos amis internautes? Alors, ce secteur, cette année, ça fait 4 ans que je suis dans ce secteur. Et c'est pas pour me prendre la grosse tête, mais quand même, je pense qu'à Cotonou, on fait partie quand même des meilleurs côté volaille. Côté volaille. Mais quelles ont été les embûches sur le chemin? Alors, sur le chemin, déjà, vous devrez savoir qu'au Bénin, on a ce qu'on appelle comment on appelle ça, les anciens. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne veulent pas céder. Donc, du coup, avec les anciens, ça n'a pas du tout été facile. Mais Parce vous, que... vous faites votre production, vous vendez? Oui, parce que Comment moi, c'est? je fais la production en gros. Je livre aussi à des restaurants et je livre aux particuliers. C'est ce qui fait la différence avec les autres. Parce que les autres, ils le font en gros et le livrent sur le marché. Mais moi, je suis allé plus loin, au fait. C'est-à-dire, je suis allé plus loin en allant vers les restaurants, les proposer et aussi proposer aussi à mon entourage. Voilà. Voilà un peu. Je vous sais quand même, hein, pour la petite affinité qu'on a, que vous avez quand même beaucoup de ramifications hors du territoire national, notamment dans les pays occidentaux. Pourquoi vous, qui voyagez beaucoup, tantôt à Paris, tantôt à Washington, tantôt peut-être à Strasbourg également, pourquoi décider de rester à Cotonou une bonne partie de son temps et d'entreprendre la volaille? Pourquoi n'a pas cherché une autre activité qui permette de jouir de ces voyages que vous effectuez plusieurs fois au cours de l'année? Alors, cette question m'est revenue plusieurs fois et je pense que Cotonou, comme on le dit, peut-être on ne le voit pas, mais au fait, la vraie fortune se regroupe ici. Dans le sens où, au fait, il y a tellement de secteurs, c'est-à-dire en levant le côté de l'élevage et tout ce qui va avec, de l'agroalimentaire, il y a trop de secteurs, au fait. Et je me suis dit, le fait d'aller, au fait, créer un truc à l'extérieur ne m'avantagerait pas que si je crée un truc ici, à Cotonou, chez moi. Oui. Donc je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire un truc chez moi et réussir chez moi avant d'aller au fait à l'extérieur et développer. Parce qu'actuellement, on est en train de miser sur la Côte d'Ivoire et Lomé. Mais on est en train de finaliser déjà les choses par rapport aux documents administratifs, gouvernementaux et tout ce qui va avec. Vous voulez faire de l'importation sur la Côte d'Ivoire et Lomé, ou vous voulez avoir des fermes aussi en Côte d'Ivoire Alors, je vous explique. Togo. C'est-à-dire, actuellement, l'importation et l'exportation de volailles ne fonctionnent plus à Cotonou. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a Donc, une décision qui a été prise. bien sûr. Donc, Est-ce qu'elle est véritablement effective sur le terrain? oui, elle est effective sur le terrain parce qu'actuellement, on a plus de gens qui viennent payer chez nous. C'est-à-dire qu'on a plus de revendeurs et des particuliers qui viennent payer. Or, avant, ils payaient plutôt du surcongelé. C'est-à-dire c'est des poulets qui ont été tués peut-être à 2 semaines, 3 semaines, qu'on revend à la population à quoi 1500, 2000. Or, normalement, la volaille tuée le jour, et en plus, si c'est halal,
ça va jusqu'à 5 000, 6 000. Ça dépend de comment la volaille a été tuée, parce qu'au fait, il y a la manière. C'est pour ça que moi, j'ai appelé mon truc la qualité supérieure à un prix. La qualité supérieure à un prix. Avant de poursuivre dans les échanges, quand même, je vais inviter nos amis internautes à suivre quand même cet élément réalisé par Quentin Comlan Amoussou qui vous plonge, qui nous plonge tous, j'allais dire ainsi, dans l'univers de volaille d'argent. Volaille d'argent est une entreprise d'un jeune béninois du nom de Billy Patrice Huenifa Katraï, spécialisé dans l'élevage et la commercialisation de volailles hautes de gamme. Elle se distingue par son engagement à offrir des produits de qualité, notamment des poulets, des canards et autres types de volailles souvent élevés dans des conditions respectueuses du bien-être animal. Cette entreprise est notamment reconnue pour ses volailles de qualité supérieure destinées à la gastronomie fine et elle s'adresse à une clientèle exigeante, incluant les chefs de restaurant, les traiteurs et les consommateurs à la recherche de produits de qualité exceptionnels. Volaille d'argent se distingue également par son expertise dans l'élevage traditionnel et le respect des méthodes artisanales, tout en intégrant des pratiques modernes pour garantir la fraîcheur et la qualité des produits. Et voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant Volaille d'argent, son univers. Je me retourne vers vous. Est-ce que Billy est exclusivement dans l'agroalimentaire? Alors, dans l'agroalimentaire, je suis en train de faire mes preuves il y a de cela 1 an déjà. Là, on est en pleine production de oignons, tomates, gingembre, tout ce qui a rapport avec quand même tout ce qui va de la terre. Et sans vous mentir, je pense que c'est un secteur aussi un peu plus... Très lucratif. Voilà. Mais il y a aussi ces mots. Donc, du coup, là, je suis en train de suivre, par exemple, des cours en agronomie parce que ce n'est pas mon secteur. Moi, j'ai eu plutôt mon master en communication et marketing réseau. Mais là, je suis en train de finir, au fait, ma licence en agronomie pour pouvoir, au fait, plus m'expérimenter à la chose et proposer, au fait, quelque chose de bien pour la population. Pour la population. Alors, l'essence de cette rubrique, c'est d'éduquer les jeunes, ESAE TV, ESAE, il y a l'université, il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent également, beaucoup de jeunes qui nous suivent sur Internet. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là qui ont la flemme d'entreprendre? Pour ceux qui, par exemple, dans le secteur de la volaille, ont eu à vivre l'expérience que vous dites tout à l'heure, de 1000 volailles, on se retrouve à 5. Qu'est-ce que vous avez à leur dire concrètement? Alors, pour ma petite expérience, je dirais qu'au fait, il faut y croire. Parce que moi, je pars du principe où, au fait, il faut rêver grand. Tu sais, quand moi j'ai commencé mon business, il y a beaucoup de portes qui m'ont été fermées. Dans le sens où... pourquoi tu vas dans le secteur de l'élevage, tu es bien connu, tu fais des créations de contenu, tu t'habilles bien, tout ça. Vas-y, continue dans cette lignée-là et puis tu deviendras une star. Moi, je les ai dit, être star, c'est bien, mais avoir les poches pleines, c'est mieux. Donc, être star, c'est bien, mais avoir les poches pleines, c'est mieux. Donc, moi, je me suis dit, il faut rêver. Il faut rêver donc, on peut grand. être star et avoir les poches vides. Ben oui, parce que être star, c'est un nom et c'est juste un statut. Mais avoir vraiment les poches blindé, c'est-à-dire être vraiment liquide comme on le dit, c'est quelque chose. Donc franchement, moi j'ai cru en ce que j'ai fait et avec ça, avec le soutien de ma famille, de mon frère et surtout de mes proches, et je passe par ce canal pour dire un gros big up à ma mère et à mon frère ainsi qu'à mon père et ainsi qu'à mon staff. Soutenu. Ouais, c'est des gens qui m'ont vraiment soutenu, mon vidéaste, mon assistante, la main gauche comme on le dit, Abdul Raouf. C'est des gens qui ont vraiment été là pour moi. C'est-à-dire, c'est des gens qui m'ont dit, vas-y, fonce, t'arrêtes pas, au fait.
Et aujourd'hui, sans vous mentir, à Cotonou, on livre comme si c'est pas permis. C'est-à-dire, par jour, on a un chiffre d'affaires quand même très conséquent. Et je rends juste grâce à Vous Dieu. livrez combien de volailles comme ça par jour environ? Si, Si on peut être curieux. si je dis ça, ça va être fort. Mais bon, je pense que je vais garder ça pour moi quand même. Pas parce que vous avez un peu des concurrents, c'est ça? Ah non, les concurrents, en fait, moi, en fait, je me dis dans ma tête que j'ai pas de concurrents. J'ai juste des adversaires faibles. Dans le sens où, je vous donne l'exemple par exemple, de ce qui fait, moi, ma différence avec les autres. Moi, ma volaille, au fait, quand tu le prends, que ce soit bicyclette, chair ou Goliath, déjà de 1, il y a le kilo. De 2, il y a le produit qu'on donne à la volaille. Et de 3, il y a, au fait, la prestation, c'est-à-dire la façon dont on livre la volaille. Donc, il y a tout ça, au fait, qui englobe. Donc, les clients, même, ils ne peuvent pas nous laisser parce qu'ils savent que, s'ils vont ailleurs, qu'ils ne pourront pas trouver un truc, au fait, qui va être déjà de 1 à la cuisson rapide, de 2 un truc qui sera livré à temps parce que tu me dis je veux la volaille dans 2 minutes, je te livre dans 2 minutes parce que j'ai des livreurs un peu partout, tu vois un peu. Donc mais qu'avez-vous à dire à ces jeunes-là, puisque vous êtes aussi très influent sur les réseaux sociaux, à ces jeunes-là qui n'ont pas la chance d'avoir une mère dévouée comme la vôtre, peut-être, n'ont pas un frère qui soit même de les soutenir conséquemment comme vous, mais qui veulent entreprendre et qui peut-être ont un petit capital. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, pour la petite histoire, moi j'ai commencé volaille d'argent avec 20 000 francs CFA. Ah bon? J'ai commencé avec 20 000 francs. 20 000 francs. Je suis curieux de savoir, vous avez acheté combien de volailles? J'avais acheté des petits poussins, le carton de poussins. Je pense que c'était à quoi? 8 500 dans le temps, je crois. Et je l'avais juste chez moi, juste dans mon jardin, juste à côté. Et un jour, mon père est venu, il m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est des volailles. Il me dit, mais tu veux faire quoi avec? Je lui ai dit, je veux ouvrir mon business. Et il m'a dit, toi, t'es terrible, au fait. C'est-à-dire, un jour, tu viens avec quelque chose, un autre jour, tu viens encore avec ça. C'est quoi, vous avez eu à faire certaines entreprises par le passé? Ben oui, parce que... Laquelle? C'est-à-dire, j'ai une entreprise en sécurité et en location de voiture, appartement, location de voiture, tout ce qui va avec. Et ça s'appelle Security Pro. Et on fait aussi de l'import-export, c'est-à-dire de tout ce qui est acajou, coton, un peu de tout. Donc, du coup... Et ça n'a pas prospéré ou c'est Si, ça a prospéré. Ça a prospéré. Actuellement, on est même sur un grand projet. Inch'Allah, ça va se faire voir sur les réseaux d'ici là. Et quand j'ai commencé avec cette affaire de 20 000 là, j'ai attendu parce que le truc, c'est qu'il faut attendre que la volaille puisse vraiment se produire et tout ça. Donc, j'ai attendu. J'ai perdu tout. J'ai perdu tous les 20 000. J'ai écrit à mon frère, je lui ai dit, voilà frérot, le truc, je pense que ça va pas donner. Il m'a dit, vas-y. Parce que tu sais... Et là, le frère vous a soutenu cette fois? Oui. Parce que tu sais... Et là, à ce niveau, vous avez acheté pour combien de volailles encore? Je pense que j'ai multiplié ou triplé, je pense que j'ai pris 3 ou 4 cartons là. Mais là, au fait, j'ai fait les choses bien parce que le truc, c'est que je les donnais du maïs et de l'eau. Parce qu'on se dit souvent que les volailles, c'est de ça ils ont besoin. Oh, c'est pas ça, au fait. De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de toute autre chose. C'est-à-dire, c'est des produits qui sont faits bio. Je précise bien bio. C'est fabriqué ici, c'est ça? Ouais, c'est fabriqué ici. Mais souvent, on fait l'importation de certains produits parce qu'il n'y en a pas ici. Donc, du coup, avec ça, au fait, j'ai attendu et j'ai prié et ça a pris. Alors, avant de le laisser repartir et de vous retrouver tout à l'heure pour une autre rubrique, que pensez-vous de vos collègues qui sont dans la production de volailles qui disent qu'il manque certaines mesures qui doivent être prises par l'État central pour faciliter un peu cette mesure qui est prise pour empêcher que les produits congelés soient importés? Alors déjà, en tant que jeune, je me dis que si l'État pouvait au fait juste nous accompagner dans ce qu'on fait, je pense qu'on ira plus loin. Mais quand en même, faisant quoi l'État? Par exemple, l'État peut essayer de contacter tous ceux qui sont dans le domaine de l'élevage, faire une réunion, discuter avec eux pour voir leurs mots, leurs avantages, leurs inconvénients et peut-être avoir aussi un petit soutien pour ceux qui viennent de commencer, c'est-à-dire pour ceux qui vont peut-être essayer de faire le business. Ceux qui ont la volonté mais qui manquent de moyens, voilà, pour le dire donc ainsi. Du coup, il faut quand même que l'État puisse appuyer au fait ces jeunes-là pour qu'ils puissent quand même essayer de faire quelque chose parce que c'est un secteur très difficile. Et quand tu n'as pas les moyens, au fait, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Tu ne peux pas te permettre de faire cela. Il y a une chose que je vais retenir de cet entretien avant de conclure. Estar, c'est bien, mais avoir de l'argent, c'est très bon.
C'est bien ça. Merci à vous, Billy Patrice Catraillé. Merci pour ces moments d'échange qui vont peut-être sûrement apporter un plus à nos jeunes amis internautes qui nous ont suivis. Et je pourrais conclure pour dire qu'il faut toujours oser, il faut toujours entreprendre, il faut être patient aussi sur le chemin de l'entreprise. Bien sûr. De l'entrepreneuriat, bien évidemment. Bien sûr. Il faut être patient et être patient, c'est-à-dire quoi? Entreprendre autant de fois que possible, tant qu'on n'a pas encore le résultat, mais entreprendre intelligemment. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Foi et astuces spirituelles, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Dato Indien, c'est ça, hein? Seth Degbedo, merci d'être à nos côtés. Vous êtes prêtre de Fa, vous êtes le président du CONACEB, le Conseil national des cultes endogènes. Vous êtes également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine Mère. Ce matin, on parle du Fa, de l'initiation et de la quête de la destinée. Mais d'entrée de jeu, actualité oblige, je vais quand même vous poser une question. Quelle est votre opinion sur cette récente décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC qui demande à ce qu'il n'y ait plus de communication tous azimuts autour des produits de guérison et autres là? Ben, c'est une satisfaction. Qui vous souviennent qu'il y a environ 2 ou 3 semaines, on a abordé cette situation sur ce plateau, où je disais qu'il faudrait que la HAC prenne cette responsabilité vis-à-vis de ces dérives qu'on observe sur les réseaux sociaux et tout ça. Moi, je pense que ce n'est qu'une décision qui nous permettra d'assainir davantage le milieu non seulement des cultes endogènes, mais également le milieu social, parce que à cause des réseaux sociaux, les cultes endogènes sont devenus un fourre-tout et tout le monde y trouve refuge. Mais il faut rappeler que c'est une décision qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une décision qui était là depuis plusieurs mois, voire années déjà. Mais c'est qu'on ne le rappelle pas et souvent ce n'est pas mis en application. Ce n'est pas mis en application. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la HAC a décidé de ne plus persévérer dans l'erreur parce que, comme le disent les latins, errare diabolicum est. Donc persévérer dans l'erreur est diabolique en quelque sorte. Donc je pense qu'il faut aller plus loin que ça, qu'il faut aller plus loin qu'un simple communiqué. Il faudrait que la justice... Qu'il y ait des comptes TikTok qui soient suspendus. En quelque sorte, qu'on passe qu'on quitte l'étape de sensibilisation et qu'on aille à l'étape de sanction, au fait. Il y a des comptes fictifs qui vous embêtent tout le temps sur les réseaux sociaux. Il faudra supprimer, mais il faudra également empêcher certains comptes qui sont ouverts à l'étranger ou parfois avec des numéros étrangers et qui influencent fortement ici. Je crois que ces derniers jours-là, je crois que cette semaine-là, on a commencé par observer un jeune qui fait usage de prestidigitation sur les réseaux avec un numéro togolais et qui manipule des feuilles pour dire que ça produit de l'argent. Moi, je pense que normalement, les autorités togolaises devraient mettre la main sur lui. La BCAO devrait signaler ça pour qu'on puisse mettre la main sur lui parce qu'un individu ne produit pas de l'argent. On ne produit pas l'argent. On travaille pour gagner de l'argent. Donc, jusque-là, on continue toujours de le laisser faire. Moi, je pense qu'à défaut que le gouvernement togolais, les autorités togolaises prennent leurs responsabilités, il faudrait qu'on supprime ces informations-là au niveau du Bénin. Parce que cela va davantage faire penser aux jeunes que l'argent se gagne facilement ou par des manières détournées et cela fragilise davantage la productivité et par ricochet le produit intérieur brut de notre nation. Le produit intérieur brut de notre nation. Et donc, pour résumer, pour finir à ce point-là, il faut que la HAC aille soit davantage dans les mesures coercitives. C'est ça. David Kofi Aza, on parlera une fois encore du FA. On en a déjà eu à parler lors d'un de vos passages ici sur cette émission, mais comme le dit l'autre, à chaque émission, son auditoire. Et ici, on parle de FA, de son initiation, de la quête de la destinée. David Kofi Aza, rappelez-nous, c'est quoi le FA? Le FA, c'est juste comme son nom l'indique, parce que le nom c'est sémite qui signifie Fakhlun. Fakhlun est une pratique ce n'est pas une religion et ce n'est pas une entité. Le FA n'est pas un vaudou.
contrairement à ce que beaucoup pensent, le Fa est juste un art divinatoire qui permet de décrypter l'avenir d'un lieu, d'une préoccupation, d'un projet ou d'un individu. Donc, ça permet juste de décrypter comment demain sera fait. Et vous savez que la première quête de l'homme est de savoir qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Et ça, c'est au niveau de toutes les peuplades. Ce n'est pas seulement en Afrique ou au Bénin. Au sein de toutes les peuplades, la quête première a toujours été de savoir comment le lendemain sera fait, comment demain sera fait. Donc, le Fa nous donne des réponses et nous donne des outils d'appréciation, des éléments d'appréciation pour mieux aborder notre avenir. Et je ne dis pas que c'est systématique où tout ce que le Fa dit doit être pris à la lettre, ou quand le Fa énonce des présages qui ne sont pas très bien, que cela constitue une fatalité. Et il n'y a que des fatalités que celles que l'on accepte de subir. Donc, le Fa donne les informations, donne des éléments d'appréciation, et chaque individu doit pouvoir adapter ces éléments d'appréciation à sa vie et également à son environnement. À sa vie, à son environnement. Y a-t-il un lien entre le Fa et la quête de la destinée? Évidemment, puisque le Fa, ailleurs, sous d'autres cieux, le Fa est appelé Fa destin. Parce qu'on estime que ça donne des éléments qu'il faut pour notre destinée. Ça donne des éléments qui conditionnent notre destin commun. Donc, le Fa est un outil du destin. Alors, l'initiation au Fa est donc en lien avec la quête de la destinée. L'initiation au Fa permet à l'individu de découvrir sa destinée. Parce qu'à l'initiation, vous devenez comme un livre que le Bokono ou les Bokono qui ont présidé à cette cérémonie-là, à ce rituel, lisent du début jusqu'à la fin. Maintenant, à vous de l'adapter à votre... Parce que chaque signe catégorise les individus. De sorte que, autant que nous sommes sur la planète, près de plus de 8 milliards sur la planète, nous sommes catégorisables en 256 groupes. Mais ce n'est pas identique à trait pour trait. C'est-à-dire que quand quelqu'un est rangé dans le groupe de Yeku Woli, par exemple, c'est qu'il y a toutes les informations liées à Yeku Woli qu'on lui donne. Mais tous les Yeku Woli n'évoluent pas de la même manière. Donc, il y a une situation... Je n'ai pas compris ce passage-là. Vous avez dit que quand quelqu'un est lié avec Yeku Woli, oui, on lui donne toutes les informations, mais tous les Yeku Woli n'évoluent pas de la même façon. De la même façon. C'est-à-dire qu'un Yeku Woli peut-être peut naître dans une famille très riche. Un autre Yeku Woli peut naître dans une famille très pauvre. Un Yeku Woli peut naître dans une famille modeste. Comme un Yeku Woli peut naître dans une famille de guerriers. Comme un Yeku Woli peut naître dans une famille de menuisiers ou de politiciens ou encore d'économistes ou encore d'avocats ou de juristes, ainsi de suite. Donc, il y a l'environnement, il y a la prédestination et il y a également les conditions de vie et de naissance de l'individu. Tout ça concourt à sa destinée. Donc, le Fa donne juste des éléments. Si bien qu'on peut faire le même Fa à un roturier comme à un prince. Je prends par exemple le cas du tout premier roi qui a été initié au Fa au Bénin, au Dahomey. C'était Dozo Agadia qui a eu le signe Wolidola. C'était un prince qui a eu le signe Wolidola. Puis après, il est allé au trône. Après lui, il y a après Dozo Agadia, il y a par exemple Tegbessou qui est venu, qui a eu le signe Troupenka. C'est un prince. Il a été initié. Mais plein de Troupenka sont nés dans une famille pauvre. Mais pourtant, ils ont le même signe. Ce n'est pas parce qu'on a le même signe qu'on a la même destinée, qu'on a le même destin. Donc, c'est cette nuance-là qu'il faudra faire. Cette nuance que vous faites est quand même assez atypique. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il doit être fait? Quel est le travail du Bokono ou de l'initié au Fa qui découvre ce signe-là? D'abord, le travail du Bokono qui découvre un signe qu'un roi a eu dans sa vie. Par exemple, je prends le signe du roi Gezo, qui a eu le Sodi. Plein de gens ont eu le Sodi, mais ils n'ont jamais goûté au pouvoir. Mais Gezo a fait 40 ans avec son Losodi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a développé le palmier à huile. Mais beaucoup de gens auront le Sodi, mais vont rester ou peuvent vivre dans une certaine précarité ou peut-être à la limite du minimum exigible. Donc, il faudra faire la nuance parce que c'est ça justement, cette erreur-là que beaucoup de Bokono font pour dire, comme tu as eu ce signe, parce que X avait eu ce signe et était devenu très riche, on dit, c'est ce signe-là, c'est le signe des riches dont tu auras l'argent. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Oui. Mais est-ce qu'il y a un lien entre le Fa et, j'allais dire, l'horoscope?
Non, il n'y a pas de lien entre le phare et l'horoscope. Mais seulement ce que je peux dire... Mais est-ce que les deux gouvernent l'homme? Est-ce qu'il y a une influence? Est-ce qu'il peut y avoir des influences à ce niveau-là? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un peut-être qui est d'un signe peut-être Abla, peut-être Ablaouin, si on peut le dire ainsi, et qui est peut-être d'horoscope Scorpion. Est-ce que parfois les deux peuvent tirailler le personnage? Non, pas du tout. Non, ils ne peuvent être que complémentaires. C'est-à-dire que votre horoscope peut fournir beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations que votre signe du phare va reprendre. Mais pas tout. Parce que tous les Capricornes, par exemple, ne sont pas Dimeji. Mais parfois, on assimile Capricorne à Dimeji. Mais Capricorne n'a rien à voir avec Dimeji. Je vais t'expliquer le phénomène. C'est-à-dire que le phare, au commencement, c'était l'alphabet d'Enoch. L'alphabet d'Enoch était constitué ou comportait 16 lettres. Il y avait les 4 points cardinaux et les 12 signes de zodiaque. Il y a les 4 points cardinaux et les 12 signes de zodiaque. Les 4 points cardinaux sont les 4 premiers signes mères du phare. Yekumeji, Bemeji, Yekunji, Olimeji et Dimeji. Et ces 4 signes-là, quoi qu'en soit l'emplacement ou l'endroit où la situation dans laquelle vous les mettez, il reste toujours le même. Mais les 12 autres signes qui suivent juste après Dimeji sont des signes dynamiques. Donc nous avons 4 signes statiques et 12 signes dynamiques. Les 12 signes dynamiques sont les 12 signes du zodiaque. Et c'est l'ensemble qui forme l'alphabet d'Enoch. Et quand il s'agirait de donner des influences sur chaque lettre d'alphabet d'Enoch, c'est là où on a donné naissance au Fa. Parce qu'on estime que les 4 lettres statiques et les 12 signes de zodiaque, mis ensemble, conditionnent le vécu quotidien de l'homme. Et au départ, c'était 16. Depuis la Mésopotamie, jusqu'en Égypte, jusqu'au Soudan, jusqu'en Éthiopie, jusqu'au Mali, tout près, au XIIe siècle, c'était 16. C'est quand c'est venu au Nigeria, et précisément au sud du Nigeria, à Ile-Ife, qu'ils ont réalisé le carré de 16 pour avoir les 256 signes que nous avons aujourd'hui. Donc, ça donne beaucoup plus d'informations, au fait. Donc, on ne peut pas directement rattacher l'horoscope au Fa, et le phare à l'horoscope, et on ne peut pas, à partir d'un signe d'horoscope, donner un signe du phare à quelqu'un. Et on ne peut pas, à partir du signe du phare de quelqu'un, aller vers un signe d'horoscope. Non. Parce que quand je prends tous les vierges n'ont jamais le même signe du phare. Non, jamais le même signe du phare. Vous allez très rapidement nous dire un peu, chaque signe du zodiaque est rattaché approximativement ou généralement avec quel signe du phare. Mais dites-nous, David Kofi-Aza, je vous sais quand même polyvalent. Est-ce que je vais dire polyvalent, mais vous avez quand même lu, fouillé beaucoup sur la spiritualité et autres. Est-ce que vous croyez à l'horoscope? Déjà, moi, je crois en rien du tout. Parce qu'un initié ne croyez pas au phare? Non, je ne crois pas au phare. Le phare, c'est une évidence. Donc, je n'ai pas besoin de croire au phare pour avoir la véracité du phare. Donc, la croyance, c'est pour les faibles, au fait. C'est pour les ignorants. Les ignorants. C'est pour ça qu'on dit que les astres gouvernent les ignorants, parce qu'ils croient, mais les initiés gouvernent les astres, parce qu'ils savent comment les maîtriser et comment les manipuler. Donc, moi, je crois en rien du tout. Je ne crois même pas en Dieu. Je sais que Dieu est une évidence, parce que quand on demande à mon fils, est-ce que tu crois que ton père existe? C'est une aberration, c'est une hérésie. Mon fils sait que son père existe et qu'il est David Kofi-Aza. Donc, on n'a pas besoin de croire que Dieu existe. Dieu existe est une évidence. Donc, je ne crois en rien du tout. Ne croyez en rien du tout. Oui. Alors, pour vous, l'horoscope, c'est quoi? L'horoscope, ce sont des influences astrales qui sont déversées par des hyper-méta-proto-éléments sur notre système planétaire. Puis après, qui sont directement dirigés au niveau de la planète Terre. Et ces influences-là varient d'une position astrale à une autre, d'une constellation à une autre. Mais également varie et aussi compte tenu des juxtapositions célestes. Parce qu'il y a des juxtapositions des planètes, et ces juxtapositions-là créent des ascendances sur l'influence directe de l'astre qui gouverne la période, au fait. Donc, à partir de ce moment-là, nous subissons, sans le vouloir, parce que ces hypermétaproto-éléments déversés sur notre planète Terre viennent avec beaucoup d'éléments qui sont positifs, mais d'autres qui sont également négatifs. Ce qui est négatif conditionne ou donne certains comportements à des individus qui naissent durant cette période-là et qu'on voit. C'est tout comme si quelqu'un qui est influencé par Vénus, même les jours influencent, c'est ces hypermétaproto-éléments qui influencent aussi les jours. Quand quelqu'un est né un vendredi, par exemple, le jour du Vénus, durant ce jour-là,
précisément les énergies qui sont déversées pendant les 24 heures. Généralement, c'est 23 heures 40 minutes, ça ne fait pas 24 tout au complet, sont telles que cet enfant-là qui naît ce jour ne peut pas ne pas être porté sur le sexe. Le moment viendra, on va parler sur l'influence de chaque jour sur les individus. J'ai écrit un document sur ça. Tout à fait. Il y a 15 ans de cela, j'ai écrit un livre sur ça, où l'influence journalière sur les individus. Donc, nous subissons ça. Et ça, on n'y peut absolument rien du tout parce que c'est la volonté de la providence divine. Maintenant, le reste, c'est à nous de les revoir, au fait, compte tenu de notre environnement et compte tenu de la perception que nous avons de la vie et de l'éducation que nous avons reçue, tant matérielle, spirituelle que même sociale. Est-ce que cette juxtaposition dont vous parlez tout à l'heure pour l'horoscope, là, est-ce que c'est ça qui traduit les ascendances astrales? Exactement. C'est-à-dire qu'il peut être, par exemple, bélier et ascendance Capricorne. Voilà. Ce sont les juxtapositions parce que quand les planètes se juxtaposent... Et parfois, l'ascendant domine parfois, parce que c'est compte de l'influence. Est-ce qu'il est vraiment peut-être Sagittaire? Est-ce qu'il est vraiment peut-être Scorpion? Donc, c'est la puissance de l'influence pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. Voilà. Alors, les béliers, c'est lié à quel signe du phare? Non, aucun signe du phare. Ah bon? Non, aucun signe du phare. Vous avez parlé des vierges, vous avez parlé de signes. Oui, les vierges restent vierges, le phare reste le phare. Mais on ne peut pas sortir un bélier pour lui attribuer un signe du phare parce que le zodiaque c'est 12 signes, mais le phare c'est 256. Même si on fait une réduction tétatrice, nous avons 16. Donc, on ne peut pas faire une comparaison. On ne peut pas. Oui. Alors, l'initiation du phare, c'est pour la quête de la destinée. Oui. Est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un qui a été initié au phare ne se retrouve pas dans sa destinée? Ben oui, bien sûr. Comment? Il y a beaucoup de facteurs qui concourent à cela. Si on doit partir du facteur du phare, si le phare est mal fait, ou le signe est mal révélé, parce que parfois le signe peut être mal révélé. Et cela va agir sur l'individu. Le signe est mal révélé parce que, vous savez, chaque signe du phare a un corps physique bien précis, un teint bien précis, et également une taille bien précise. Donc, lors de l'initiation, si l'officier principal ou son coadjuteur ne font pas attention, c'est pour ça que l'initiation au phare est présentielle. Parce qu'on doit voir l'aspect physique de l'individu par rapport au signe qu'il est en train de se tracer. Si ça ne correspond pas, il faudra réajuster. Donc, si ce réajustement n'est pas fait et que le signe est déroulé bêtement comme une littérature, l'individu peut avoir des difficultés. Deuxième chose, le phare est bien fait. Nous supposons que le phare est bien fait. L'individu peut ne pas se retrouver s'il y a des antécédents sociaux. C'est-à-dire? S'il y a des pesanteurs sociales. En d'autres termes. C'est-à-dire que si l'individu est issu d'une famille qui est arriérée par des dettes karmiques ou des actions que les géniteurs ou les ascendants avaient posées et que la nature réclame justice, au sein de ce sang qui est en train de se perpétuer, un individu peut être choisi, pas forcément au hasard, parce qu'il faudra également tenir compte de ses antériorités karmiques dans les vies antérieures pour agir. Donc, l'individu peut être frappé par ces diverses, je dirais, cet agrégat d'influence et ne pas se retrouver dans sa vie. Ne pas se retrouver dans sa vie. Mais à ce niveau-là, comment il fait? Quel est le procédé? À ce niveau, c'est qu'il faut retourner voir un bokono, mais un bokono de niveau très élevé. Parce que c'est tellement méticuleux, c'est tellement délicat qu'un bokono, en se basant simplement sur les allégories du phare, comme on le déclame à longueur de journée sur le TikTok, qui ne servent absolument à rien du tout, parce que ces allégories n'ont jamais été des vérités, et ça a été attribué après 1715, quand le phare est venu ici. Donc ça n'a rien à voir avec ça ne traduit pas réellement les énergies temporelles et intemporelles du phare. Donc il faudra voir quelqu'un qui s'y connaît au-delà des légendes, des apologues, des aphorismes du phare pour pouvoir disséquer réellement ce qui se passe et apporter les solutions adéquates. Les solutions adéquates. La destinée, c'est quoi pour vous? La destinée, c'est... c'est une fatalité? Non, pas du tout. Okay, merci. C'est pas une fatalité, mais c'est au fait la résultante de trois grandes influences. Il y a la volonté de la personne, la volonté divine
et la prédestination de l'individu. Est-ce qu'on peut échapper à sa prédestinée? Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des êtres qui ont des prédestinées négatives, mauvaises? Ben oui, évidemment. Et comment faire à ce niveau-là? Lorsque vous êtes Bokono et que vous êtes face à quelqu'un du genre, dont la prédestinée est totalement... C'est vrai qu'il y a des dispositions sacrificielles qui peuvent être prises. Généralement, on parle de segbe, c'est-à-dire que l'expiation de la volonté karmique. Du décret divin, si on peut le dire. Décret divin, voilà. Si on peut le dire ainsi. Donc, on explique ça pour dire, ce décret-là de l'invisible sur ma destinée, je l'efface. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui sont programmés par l'invisible pour tuer. Et leur destinée, c'est de tuer. De faire du mal. De faire du mal. Mais ceux à qui ils ont fait du mal sont également prédestinés à subir cette sentence-là. Mais lorsqu'ils font ce mal-là, est-ce qu'ils ont... c'est là où parfois moi je suis un peu embrouillé parfois dans le fonctionnement divin. Alors lorsque l'être est programmé pour faire du mal, est-ce que lorsqu'il accomplit ce mal-là, est-ce qu'il est puni pour ce mal? Mais non. Il peut subir la justice des hommes, mais il ne subit aucune justice divine, justement. C'est pour ça que l'initié réel, le vrai initié, ne juge pas. Vous savez, il y a des gens, il y a le roi Lopon qui a caricaturé ce qu'on est en train de dire là dans une chanson en disant « Alima isagon no wa nundome e wa gbe me boja gbende wa gbe yo e no mo gbe bo no kan de bi yo we na yo e inde na no gbe hun odonu mi me se adonu mi o me nye kuna don e no mo gbe bo no kan de bi yo we na yo alima isagon no wa nundome e wa gbe me boja gbende wa gbe yo et non mon bon no kan de bio non ça dit que vous savez pas si chanteur. Ça dit oui, c'est-à-dire alors qu'on dit par là la voie qui mène vers Dieu est inaccessible et c'est ça qui nous crée des problèmes nous les humains et que en venant sur terre si Dieu lui avait clairement signifié sa destinée qu'il ne va pas s'y opposer. Mais ce qui lui fait mal, c'est de subir cette destinée dans l'ignorance. Au fait, c'est ça le vrai problème. Donc, il y a des gens sur qui le divin a imprimé des actes positifs selon les humains. Je dis bien selon les humains. Oui. Et des actes négatifs selon les humains. Parce que le meurtrier, l'humain, pense que c'est un mauvais. C'est diabolique. Mais dans l'immensité cosmique, c'est un règlement, c'est un équilibre. Parce que la vie est harmonie et équilibre. Le bien n'existe pas sans le mal n'existe pas sans le bien. Et c'est le mal qui permet de révéler le bien. Le noir n'existe pas sans le blanc et le blanc n'existe pas sans le noir. C'est comme le jour et la nuit. C'est comme l'homme et la femme. Si la femme n'existe pas, personne ne saurait si l'homme existe. On aura juste des êtres qui sont indifférents l'un de l'autre. Donc, il y a beaucoup de choses qui échappent à notre entendement, qui échappent à la rationalité humaine. Mais tout à l'heure, vous avez parlé du segbe. Lorsque vous faites le segbe et que le segbe est effectif, alors ce mauvais destin ou cette mauvaise prédestinée qu'avait amené cet individu-là, ça va où? Ça va nulle part. Donc ça plane en attendant sa prochaine descendance? Non, ça plane pas. C'est rangé. Oui, mais où? Puisque c'est rangé, vous savez, il y a ce que nous appelons la bibliothèque akashique. La bibliothèque akashique, c'est une bibliothèque qui couvre l'immensité de la Terre, mais également du cosmos. De sorte que chaque acte que nous posons, chaque parole que nous prononçons est cochée quelque part, est fichée quelque part. Je suppose, il y a un rituel dans la tradition que nous appelons flou. C'est-à-dire que j'ai commis un acte, que je suis conscient que c'est répréhensible. Soit par la nature, soit par la justice humaine. Un meurtre, par exemple. L'adultère, par exemple. Et encore que, quand l'apôtre Paul a posé cette question-là à Jésus par rapport au mal, il dit, une chose n'est mauvaise qu'à celui qui la considère comme telle. Répétez. Une chose n'est mauvaise qu'à celui qui la considère comme telle. Ce n'est pas que j'encourage à faire le mal. Du tout pas. Non, c'est pas là le problème. Mais je demande aux gens de comprendre.
c'est qu'on est trop émotif. Et quand la situation se pose, on a du mal à prendre du recul et à analyser pour savoir pourquoi et comment. Dans ça, quelle est la volonté divine? Quelle est la volonté de l'individu? Et quelle est la contribution collective de la société? On ne cherche rien à comprendre, on juge juste. Une femme qui commet l'adultère, au lieu de la blâmer, cherchez à comprendre pourquoi. Et quand vous aurez compris ces profondes aspirations et motivations, personne n'osera la juger. Parce qu'aucun être ne pose un acte négatif sciemment. Il y a toujours des concours de circonstances. Toujours. Mais toujours. Mais il y a également la nature qui demande des compensations. La nature demande des compensations en ce sens que si, par exemple, vous avez passé tout le temps à détruire des deniers publics, vous avez réalisé des choses, alors que ces deniers publics ne vous est pas destiné ou n'est pas prévu dans le plan divin pour être utilisé, disposé par votre progéniture, et que vous constituez cette manne financière pour la progéniture, dès que vous allez quitter là, la progéniture va tout dilapider. Tout dilapider. Tout dilapider. Parce que la nature va rétablir l'équilibre. De sorte qu'on trouve des gens qui ont été peut-être milliardaires de leur vivant, mais après leur mort, leurs enfants deviennent des moins que rien. Ça veut dire que cet argent-là qui a été accumulé frauduleusement au détriment de la souffrance d'autres personnes. À sa mort, la nature récupère tout ça et réoriente ça en équilibrant ce qui devrait l'être. En équilibrant ce qui devrait l'être. Et donc, faire le phare, c'est aller à la quête de sa destinée. C'est aller à la quête de sa destinée, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas la fin de ce panel-là, David Kofi Aza. Malheureusement, le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. On va revenir samedi prochain pour poursuivre véritablement ce processus initiatique du phare. On va parce qu'on n'est pas rentré dans la profondeur. Justement, même. Voilà, on va interroger le processus, les procédés initiatiques le rituel, du phare, même, le protocole lui-même du phare. À l'issue du phare, est-ce qu'après initiation du phare, est-ce qu'on peut avoir encore des problèmes d'une manière donnée, par exemple pour quelqu'un qui fait peut-être tout le temps des accidents, qui peut-être n'arrive pas à garder un boulot en 6 mois, est-ce qu'après son initiation du phare, est-ce qu'il peut avoir une stabilité? Quel est l'intérêt de l'initiation du phare? Voilà, entre des questions auxquelles vous aurez quand même à répondre, David Kofi Aza. Samedi prochain, rendez-vous est pris. Merci à vous d'être passé ce matin. L'instant prestige, je reçois Roger Sidokpou, il est assureur écrivain. Avec lui, on parle de la lecture, facteur clé de développement. Roger Sidokpou, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour Abdelkader. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci pour ce sacrifice. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Que vous nous offrez quand même de votre temps chaque samedi matin pour nous entretenir sur les questions de citoyenneté. C'est un plaisir de vous écouter. Le plaisir est partagé. Alors, ce jour, on parle de la lecture. Alors, pour vous, qu'est-ce que la lecture doit représenter pour tout homme? Abdelkader Achirou, je répète, je renouvelle mes remerciements pour votre invitation. On peut se demander d'où je parle. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais assuré écrivain. Je ne suis donc pas professeur au sens académique du terme. A priori, je ne devrais pas être habilité à parler de l'importance de la lecture dans le développement de chacun ou dans le développement d'un pays, mais j'en parle parce que pendant toute ma carrière, au fond, ma mission a été de former, d'orienter et de dire ce qui est bon pour qui et ce qui n'est pas bon pour qui, en fonction de son talent. À partir de là, j'ai appris beaucoup de choses, d'où l'importance de la connaissance, et la connaissance passe par le livre, et donc la lecture. Voilà pourquoi ce sujet m'intéresse, j'ai beaucoup réfléchi. Voilà le fruit de mes réflexions. Premièrement, allez-y. Je pense que la passion de la lecture, le goût de la lecture naît très tôt. Pour ce qui me concerne. Il naît d'où? Il naît en général à l'école primaire. En ce qui me concerne, ça a été l'école primaire régionale d'Akwakwa, où j'ai pris goût très tôt à la lecture par un exercice que tout le monde connaît ou a connu, qui est la récitation. Et la récitation, où je me plaisais,
m'a conduit naturellement à essayer, derrière les mots, de savoir ce que les mots cachaient. Et tout à fait naturellement, je suis tombé sur les bandes dessinées. Alors s'il y a des parents qui m'écoutent, je vous en supplie, si votre fils ou votre fille, votre enfant a la passion de la lecture et des bandes dessinées, laissez-le faire. Ça lui ouvre l'imaginaire et vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Laissez-les faire. Alors les bandes dessinées m'ont ouvert l'esprit et l'imaginaire, au point où je peux encore en citer quelques-unes aujourd'hui. Allez-y. Les bandes dessinées de mon enfance, c'était Tarzan, Hakim, Zimbla et autres. Vous voyez, c'est important parce que ça vous marque. Mais en même temps, ça vous ouvre l'esprit et vous voyagez. Vous voyagez sans quitter votre terroir. Et ça me paraît important dans le développement de l'imaginaire d'un enfant. C'est important. Mais tout à l'heure, à vous entendre, on a pu retenir que vous estimez que les enfants, on doit les laisser lire les bandes dessinées lorsqu'ils sont enfants. Absolument. Absolument. Et donc, Moi, j'ai eu cette il faut chance. leur en acheter beaucoup plus. Quand on peut. Moi, j'ai eu cette chance. Mais qu'est-ce qui distingue, pour vous qui êtes aussi écrivain, qu'est-ce qui distingue une bande dessinée d'un livre pour un enfant? Quelle est la distinction? La Pourquoi distinction est l'enfant, importante. pour la plupart du temps, s'intéresse plus aux bandes dessinées qu'aux livres? Je vais vous dire, commençons par un exemple très simple. Lorsque l'enfant naît et qui ne parle pas encore, les premiers mots qui viennent, c'est maman ou papa. Mais il ne sait pas les écrire encore. Et ensuite, à 3, 4, 5, 6 ans, il commence à comprendre le mot papa. P-A-P-A. C'est fondamental parce que ça permet d'associer le son au mot. Ah, c'est la première chose. En associant le son au mot, on commence à lire petit à petit, par son propre prénom, par son nom ensuite. Voilà ce que je pense pour répondre à votre question. Alors, vous, quelle a été votre démarche pour vous qui avez aimé, qui avez eu un amour fou depuis l'enfance pour la lecture? Est-ce que c'est cet amour pour la lecture que vous avez eu dans l'enfance qui vous a conduit à être finalement écrivain? Et jusqu'à aujourd'hui... Abdelkader Achio, je veux vous dire une chose. Lecture, parce que je sais que vous êtes un grand promoteur. Tous les écrivains vous diront, pour prendre la plume, il faut avoir beaucoup lu. Je le dis pour nos compatriotes, les écrivains béninois qui nous côtoient, sachez que ce sont des gens qui, auparavant, ont d'abord beaucoup lu. Alors à partir de là, vous voyez l'importance de la lecture pour un écrivain. Et on n'arrête pas, une fois qu'on a pris la plume, de lire, de continuer à lire, de lire d'autres auteurs qui vous enrichissent. Voilà pour répondre à votre question. Alors, dites-nous, on parle de la lecture, facteur clé de développement. Alors, comment la lecture peut contribuer au développement? Je vais vous le dire. Il y a une corrélation étroite entre le taux d'alphabétisation et le taux de développement d'un pays. Bon, ce n'est plus à démontrer, tout le monde le sait. Mais à partir du moment où vous décidez de mettre l'accent sur l'éducation et donc également sur la lecture, le développement économique suit tout simplement parce que la lecture permet la connaissance non seulement de son terroir, mais de son propre pays. C'est là que je voulais en venir. Connaître son propre pays me paraît fondamental pour le développement d'une personne, d'un enfant, et pour son propre pays. Donc la lecture permet de se connaître. La lecture, dans un premier temps, permet de se connaître, mais la lecture permet aussi de connaître son pays. Je m'en explique. Ok, allez-y. Pour la connaissance de son pays, il y a quand même dans ce pays, au Bénin, des auteurs fameux. Je citerai pour commencer Paul Azoumé, dans les années 30 du siècle dernier, Dogui Simi, il faut l'avoir lu. Roman historique, mais il faut l'avoir lu. Et plus tard, nos aînés, Olembé Econom, il faut avoir lu L'Initié, parce que c'est l'un des premiers romans qui a mis l'accent sur l'importance de nos cultures, de nos traditions, de nos religions, notamment le vaudou. Il faut lire Olembé Econom. Il faut aussi lire des auteurs plus actuels. Je rappelle que
aujourd'hui chez nous, le patriarche de la littérature, le gardien de la littérature béninoise, mon ami Adrien Wanou, mais à côté de lui, je citerai également Florent Kwaozoti, oui. qui est ce que j'appelle un couteau suisse. Ah bon? Il sait tout faire comme écrivain. C'est un romancier, c'est un dramaturge. Récemment, il nous a sorti une bande dessinée sur Tassiangwe. Bref, il sait tout faire. Et nous avons la chance d'avoir des écrivains de cette nature. Et au puis Bénin. aussi au Bénin. C'est une richesse pour le pays. Absolument. Absolument, parce qu'ils donnent envie de lire. Vous savez, on fait les choses en regardant l'autre aussi. Et en prenant modèle. Parce qu'à chaque fois, on est en compétition. Ah, moi aussi, je vais être ceci ou je vais être cela. Ah, moi aussi, je vais écrire un jour. Ça ne vient pas ex nihilo. Et donc, un écrivain qui est connu, qui est aimé, comme Florent Kwaozoti, ben, il donne envie, effectivement. Il entraîne. Il y a un effet d'entraînement. Il donne envie d'écrire aussi. Mais à côté de lui, il y en a d'autres. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Barnabé Daté, qui est un poète, un grand poète à mon avis. Et puis, dans le domaine féminin, il y a Carmen Toudonou, ouais. Carmen Fifame Toudonou, que j'admire beaucoup parce que, C'est au-delà de ses romans, elle a un projet qui est de développer la littérature féminine, avec Miss Littérature Bénin et justement, plus récemment une Miss initiative Littérature. Salvatrice. Absolument. Qui promeut absolument. quand même Donc, les femmes intellectuelles, les femmes qui en ont dans la tête et non les concours de beauté. C'est absolument. Quand même, et qui entraîne salvateur. les autres. Qui entraînent les autres. C'est ça qui est important. Entraînent les autres à les accompagner dans leur mission, dans leur projet. Voilà pour citer quelques-uns. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais comme nous sommes limités par le temps, j'en cite quelques-uns. Mais n'oublions jamais que la littérature sert aussi à connaître son pays. Parce que dans les descriptions qui sont faites par les auteurs que je viens de citer, on finit par connaître le Bénin. Et la connaissance de son propre pays me paraît fondamentale pour un citoyen. Parce que, laissez-moi vous dire, Abdelkader, quand vous êtes à l'étranger, où que vous soyez, si vous êtes ami avec quelqu'un, la première question c'est « Mais d'où tu es ?» Vous pourrez dire je suis originaire du Bénin. Mais si vous posez la question « C'est où le Bénin? C'est quoi le Bénin? Quels sont les attraits, les atouts du Bénin ?» Il faut pouvoir répondre. Et pour répondre, il faut connaître son pays. Ça me paraît fondamental. Aller à l'étranger, mais avoir un pied bien ancré dans son pays, ses valeurs, ses atouts, ses attraits, et pouvoir dire « je suis de là ». C'est ça qui est important. Une petite digression. Tout à l'heure, vous avez parlé de Carmen Fifame Toudonou, une dame dont je suis quand même très admiratif. Elle a un concept. Est-ce que vous ne pensez pas que ce concept-là mérite d'être davantage valorisé, celui de promouvoir les concours de beauté intellectuelle? Les concours de beauté intellectuelle. Oui, comme Miss Littérature, par exemple. À mon avis, Miss pour susciter une Littérature, saine émulation au sein les concours des jeunes. Les concours d'émulation, d'accord. Mais les concours de beauté intellectuelle, je vous suivrai moins. Parce que il y a là deux sujets qui sont, à mon avis, antinomiques. Parce que les concours de beauté, par ailleurs, existent. Mais Miss Littérature, beauté intellectuelle. Miss Littérature, c'est, au fond, ça va beaucoup plus loin. C'est inciter les femmes à prendre la plume. Vous savez que, Voilà. vous savez le rôle dans lequel on confine traditionnellement la femme dans nos pays africains et pas seulement au Bénin. C'est une manière de vouloir sortir la femme de ce rôle traditionnel et de lui faire comprendre qu'elle a les atouts, elle aussi, de prendre la plume. C'est en ce sens que j'admire ce projet. C'est dans le sens que vous admirez ce projet-là. Alors, Roger Sidopaou, pour revenir à notre sujet qui nous réunit ce jour, vous parlez de lecture. Alors, comment pour vous, on peut susciter l'émulation au sein de la jeune génération, on peut susciter nos jeunes à la lecture? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit que les bibliothèques sont désertes. Ben, vous avez parlé de bibliothèques, c'est en multipliant déjà les bibliothèques. Je veux dire, les choses ne viennent pas par hasard. Comment on va les multiplier si déjà celles qui sont là sont désertes? Les choses ne viennent pas par hasard. Il faut donner
envie à un enfant de lire? Si vous ne lui donnez pas l'envie de lire, ben, il ne saura pas l'importance de la lecture. Ça me paraît le premier pas. Deuxième pas, encore une fois, on revient toujours à la même source. C'est la maison et l'école. À la maison, donner la possibilité à l'enfant de lire, de commencer à lire et lui en donner les moyens quand on peut. Et puis à l'école, valoriser la lecture. Moi, j'ai découvert la valorisation de la lecture à travers un exercice que j'évoquais tout à l'heure, qui est la récitation. Je vous garantis qu'un enfant qui est appelé à réciter devant ses collègues, ben ça le valorise. Et quand il récite, il se découvre à travers les mots. Voilà pourquoi je me permets d'insister sur la récitation. Mais au-delà, je crois qu'il faut créer surtout les conditions pour un enfant et pour la jeunesse. Et lorsque vous parlez de conditions, vous faites allusion à quoi? Lorsque vous parlez de conditions? Ben, je parlais des bibliothèques tout à l'heure. Je parle maintenant de l'importance donnée à la culture. Vous savez, ce qui se voit donne envie d'être imité. Voilà. En termes simples, c'est cela. Ce qui se voit donne envie d'être imité. Il faut qu'un enfant ou un jeune voit la lecture est importante pour mon pays. Et il s'y lancera. Mais s'il considère qu'au fond, ça n'a aucune importance, il ne le fera pas. Vous, la lecture vous a apporté quoi dans votre vie? Je parlais de développement de l'imaginaire tout à l'heure. La lecture m'a permis un accès à la connaissance, une connaissance multiple. Et surtout, la lecture m'a permis de découvrir l'humain et de comprendre que l'humain est le même partout. Il y a un auteur de la Rome antique qui disait « Humain je suis, et rien de l'humain ne m'est étranger. » En clair, nous sommes des humains tous les deux. Ce que vous ressentez en bien ou en mal, ben, sachez que je le ressens aussi, ou je l'ai ressenti un jour. Humain je suis, et rien de l'humain ne m'est étranger. Et cela, on ne l'apprend que dans les lectures. On peut l'apprendre dans son environnement immédiat, mais on l'apprend encore mieux quand on découvre que, tiens, l'autre est logé à la même enseigne. Voilà ce que ça m'a apporté, moi. Et voilà ce que ça vous a apporté, et aujourd'hui, vous le transmettez à la génération à travers vos ouvrages. Tout à fait, j'essaie de le faire en tout cas. Vous êtes auteur de combien d'ouvrages? 4. 4. 3 romans et un recueil de nouvelles. Parlez-nous-en rapidement. Ben, le premier est un roman autobiographique, Les années Lumière, 1950. Vous voyez, on y est, en plein dans mon enfance. Le deuxième, eh bien, le deuxième parle de nous, parle de quelque chose que nous vivons tous, qui s'appelle le griot. Le griot, au fond, c'est quelqu'un qui parle de notre pays, de l'importance de nos cultures, de l'importance de l'amitié, de l'importance de nos traditions, et qui, en même temps, pointe du doigt certaines de nos traditions qui ne sont pas bonnes pour le développement de chacun. Par exemple, l'excision des femmes. Dans le griot, vous trouverez effectivement cette problématique. Par exemple, l'importance de l'amitié. Dans le griot, vous trouverez également cette problématique. Par exemple, l'importance de la transmission des valeurs, ce que Jean Pliat appelait les tresseurs de cordes. Mais vous le trouverez également à travers le personnage du griot, un grand-père qui passe la main, le relais, à son petit-fils qui a 10 ans, en lui enseignant pas à pas ce que la vie lui a apporté à lui. Tout cela, c'est dans le griot, c'est pour ça qu'il faut le lire. Il faut lire. Et vous, Roger Sidopou, il faut lire. Vous avez aimé la lecture depuis l'enfance. Aujourd'hui, lorsque vous voyez vos petits-enfants, si on peut le dire ici, puisque nous sommes vos enfants, vos petits-enfants, lorsque vous les voyez aujourd'hui dans les écoles et autres, qu'est-ce que vous ressentez? D'abord, je pense à un de mes petits-enfants. Lui, je sais que tôt ou tard, il sera écrivain. Parce que le livre, quand il tient un livre, il ne le lâche plus. Et c'est une bonne chose de voir ça. Bon, au-delà de mon cas personnel, je dirais que ce qui est important, c'est de donner envie aux enfants de lire. Bon, comment un parent peut donner le goût de la lecture à son enfant
lorsqu'il constate qu'à l'école, l'enfant n'aime pas lire, l'enfant n'aime même pas reprendre ses cahiers de cours, par exemple? Il y a deux moyens, à mon avis. Si le parent, le père ou la mère peuvent lire eux-mêmes. À défaut, ouvrir la possibilité à l'enfant de lire. Vous savez, les enfants ont des envies, des goûts qui parfois leur viennent de l'extérieur, notamment de l'école. Ces goûts, ils les répercutent à l'intérieur, sous la forme de demandes. Est-ce que tu peux m'acheter, papa, tel livre? C'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai foncé, exigé, gentiment, mais fini par gagner que l'on m'achète des bandes dessinées alors même que nous n'étions pas riches. Ben aujourd'hui, je rends hommage encore à mon père d'avoir permis cela, parce que c'est ce qui m'a permis d'être relativement brillant dans les matières littéraires au lycée, en ayant cette fois-ci des prix littéraires qui sont des prix en livres que je ramenais à la maison. Voilà pourquoi je dis qu'il faut encourager effectivement les enfants à lire en lisant soi-même ou en leur permettant de lire. Alors, Roger Sidokwaou, lorsqu'on y voit de près, tout à l'heure, dans nos échanges, on a abordé tout à l'heure, on constate que la plupart des enfants aujourd'hui ne lisent plus. Beaucoup d'entre eux préfèrent les réseaux sociaux, préfèrent scroller les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux pour les enfants pour susciter la stimulation à la lecture, ou il faut trouver un mécanisme pour inciter les enfants à la lecture tout en étant dans leur smartphone ou dans les smartphones? Je n'ai pas de solution miracle, je n'ai pas de réponse à votre question. En revanche, ce que je pense, c'est d'une manière générale, interdire l'accès à la connaissance, c'est une mauvaise démarche, définitivement. Il y a de la connaissance sur les réseaux sociaux? Pour répondre à votre question sur les réseaux sociaux, oui. Je dis interdire l'accès à la connaissance est une mauvaise démarche. Parce que qu'on le veuille ou pas, sauf à considérer que les réseaux sociaux, c'est nul à 0%, eh bien moi je considère que les réseaux sociaux apportent aussi des connaissances. Donc il faut rester dans la mesure des choses. Cela étant, encore une fois, il faut donner à voir aux enfants. Vous savez, lorsque vous amenez un enfant dans une bibliothèque, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il passe dans les travées, il regarde les livres, il lit, il feuillette quelques livres. C'est comme ça, donner envie de lire aux enfants. Qu'avez-vous à dire aux jeunes, aux enfants et aux parents pour conclure? Écoutez, j'ai envie de leur dédier un poème de ma création, qui est dans mon roman Le Griot. Alors, c'est la caméra. Oui, tout à fait. Eh bien, je vais leur parler directement, tout simplement, en leur offrant ce poème dont le titre est « Mon enfant ». Mon enfant, lorsqu'en ce jour de soleil vert, tu décidas de me faire père, je me demandais de quelle prière je devais remercier l'univers. Mais à ma prière, quelle insolence! L'univers ne prêta que silence, et mes oreilles résonnent encore de ce rire à nul autre sonore qui me confessait le sublime aveu que l'amour se tient au hasard, et que le hasard s'arrime à l'amour pour le susurrer en retour. Merci de m'avoir choisi et d'avoir fait de celui-ci, qui n'était pas encore celui-là, un père, bientôt papa. Merci à vous, Roger Sidokwaou, pour ce moment d'échange. Chers amis internautes, c'était l'Instant Prestige. Free Week se poursuit. La tribune virale sur Free Week. Je suis avec Fulgence Awangonu. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous plaisir. êtes coach en développement personnel. Vous coachez les enfants aussi pour les situations académiques également, pour réussir aux examens aussi. Merci d'être là avec nous. Merci également à Billy Katraye, jeune influenceur, jeune entrepreneur qui est resté pour ce panel. Et bonjour à nouveau à Bokono Gbemayome.
Le plaisir partagé. Le plaisir est partagé. Alors, ce samedi, on commentera un peu l'animation des réseaux sociaux, notamment au Bénin, qu'il s'agisse de WhatsApp, de Facebook, de TikTok et de Instagram. Je me retourne vers l'influenceur pour qu'il puisse planter le décor. C'est vrai que Bokolo Gbayomé aussi, on peut le classer aussi dans le registre des influenceurs. Mais dites-nous, Billy, quelle est votre appréciation de ce qui est fait des réseaux sociaux par la jeunesse béninoise aujourd'hui? Alors, je pense que ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, dans le sens où les réseaux sociaux nous ont tous permis au fait de nous développer, de pouvoir aussi monétiser un peu, mais aussi... La monétisation, ça marche véritablement à Cotonou? Oui, ça marche. Ça marche dans le sens Certains où... disent que ça ne marche pas. Non, ça marche. Ça marche dans le sens où tu as des gros contrats. C'est-à-dire, par exemple, des grosses entreprises t'appellent et tu fixes un contrat avec eux, suivi d'un huissier et d'un avocat. Et vous l'avez fait déjà? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois déjà. Plusieurs fois. Donc pour vous, les réseaux sociaux, ça peut même se développer. Et lorsque vous, de votre côté, vous regardez un peu l'animation qui est fait sur ces réseaux sociaux-là, les commentaires, les posts des part et d'autres, qu'est-ce que vous retenez? Alors, moi je pense que déjà je pars du principe où, au fait, les jeunes l'utilisent mal. D'accord? Dans le sens où... normalement, les réseaux sociaux devraient être, au fait, un moyen de communiquer, mais pas plutôt, au fait, un moyen de faire, au fait, des comptes rendus. C'est-à-dire, par exemple, tu m'as fait quelque chose, ok, il n'y a pas de souci. Comme je ne peux pas te taper, j'allume mon live et puis on se met bien là-bas. Mais après, à la fin de la journée, il y a ce qu'on appelle de faux buzz. Des faux buzz, c'est-à-dire, c'est des choses que deux personnes s'entretiennent, ils se concertent, ils essayent de trouver un thème, un sujet. Ils mettent maintenant tout ça en place. Ils viennent sur le réseau social en question. Ils s'embrouillent. Et ça génère, au fait, des internautes. Donc, plus il y a d'internautes qui sont sur le sujet, plus eux gagnent de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, sur TikTok, il y a ce truc-là où on parle de dossier. C'est-à-dire, c'est des choses qui viennent comme ça. Et puis, on veut déstabiliser, par exemple, quelqu'un. On sort son dossier et tout ça. C'est des choses, peut-être, il y en a d'autres qui sont bien, comment on appelle, bien parlés, bien concertés et tout, mais il y en a d'autres qui peuvent vraiment toucher au fait cette personne. Toucher cette personne. Voilà. Bokolo Gbayomé, si on peut le dire ainsi, quel est votre constat? Alors, moi, je me dis que tout est question de culture. Tout est question de culture. Et l'avènement d'Internet, il faut voir au Bénin, plus précisément en Afrique noire. C'est arrivé quand? C'est récent. Du moins, et avec les Blackberry et autres là. Mais est-ce que réellement les Béninois étaient habitués à ces formes d'interaction? Non. Mais on regardait la télévision. On voyait comment les Kim Kardashian, les gens comment on appelle, géraient leur buzz, je vais dire, et leur rôle d'influenceuse ou bien d'influenceur sur les réseaux sociaux. On voyait à la télé. Maintenant, lorsqu'on a maintenant ça à notre portée, on se dit, sans arrière-pensée, qu'on va les copier. En fait, ça part d'abord d'imitation. C'est dans la tête. En fait, je les ai vus, ils ont fait, moi-même je vais faire. J'ai vu Kim Kardashian en voulant acheter sac, elle a montré, en voulant aller à la télévision ou bien quelque part en s'habillant à la maison, elle a fait. Mais c'est comme on le dit, c'est gens copie-coller en fait. Mais à la base, il y a quelque chose qui nous manque. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation sur le fait. C'est-à-dire que comment est-ce que, comme je suis content, il y a les coachs ici. Donc, en dehors du fait que ça a un aspect positif, comme l'a dit Bill, il y a maintenant que ça a un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est souvent qu'on appelle le problème de la justice, des tests, des lois qui nous frappent. Sinon, si ce n'est pas ça, réseaux sociaux, c'est d'abord quand tu crées ton compte, on a d'abord un souci dans la tête. Avoir de l'audience. Parce que sans audience, tu ne peux pas trouver marché. Tu ne peux pas gagner contrat. Mais est-ce que vous pensez que tous ceux qui y sont, oui, ils sont pour cet objectif-là que vous venez de mentionner? C'est-à-dire avoir de l'audience et ensuite utiliser. Et monnaie cela. Bon, ça c'est eux qui savent. Sinon, c'est pour ça que je parlais de sensibilisation, de coaching en fait. Parce que chaque fois quand quelqu'un viendra et dit influenceur, n'utilisez pas seulement votre influence mais votre audience mais utilisez ça pour des fins utiles. Vous allez voir que ça va commencer par éveiller la plupart. Est-ce que ceux qui sont sur TikTok là, est-ce que c'est tous qui peuvent écrire leur nom sur papier? C'est une interrogation. C'est une interrogation à laquelle je vais revenir tout à l'heure. Mais le coach scolaire et en management de la famille, lui, qu'est-ce qu'il observe
de sa tribune. Vous savez, lorsque je prends d'abord les médias traditionnels, tous ceux qui s'y trouvent sont préparés pour ces médias. Ils ont été formés pour informer, pour distraire, pour éduquer. Donc, c'est des gens qui savent de quoi il est question. N'oublions pas que les réseaux sociaux sont aussi des médias, même si c'est numérique. Alors, est-ce que ceux qui s'y trouvent sont des gens qui sont préparés pour? Souvent pas. Mais s'ils ne sont pas préparés pour, quel type d'éducation ils ont peut-être reçu afin de transmettre l'information? Et quels sont leurs objectifs? C'est autant d'interrogations. En fait, c'est des gens qui veulent faire peut-être du buzz et qui veulent vendre. Mais ils n'ont pas tout d'objectifs clairs. 2, lorsqu'on a un média, on veut l'utiliser, on regarde le contexte sociologique. C'est ce qui a marché, le Bokono a dit tout à l'heure, ce qui a marché aux États-Unis peut marcher ici au Bénin si on le fait autrement. On garde le principe, mais on tient compte de nos réalités. Mais j'ai l'impression que les gens, ils allument, ils ont un portable, ils mettent tout et puis ils commencent pas à bavarder. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur TikTok, moi je me suis dit même, ceux qui ont créé TikTok, s'ils devaient tenir compte de ce qu'on a fait, ils vont pas créer. Donc c'est pas utilisé à bon escient. Non, c'est dangereux ce qu'ils font, c'est dommage. Et ça fait c'est dangereux. Dangereux parce qu'ils nuisent parfois à des individus, à leur famille, et ils nuisent à leur personnalité pour toujours. Moi, j'ai vu dernièrement quelqu'un, on a parlé de lui, c'est un ami à moi. Mais ce qu'on a dit sur lui, je suis désolé. Quand je vais le voir, prochainement, il va dire, hey, tiens fou. Je suis honnête parce que l'image que j'ai de lui, on peut tout dire, ce n'est pas de lui. Ça a changé. À moins que j'aurai sa version afin de dire, de changer la perception que j'ai de lui. Donc, ils viennent, peut-être qu'ils vont parler peut-être demain de Coach Fusions, ils vont raconter tout ce qu'ils veulent. Et l'image que le peuple béninois de Coach Fusions, ça va changer. Et je ne veux pas aller dans chaque maison pour dire, attention, ils ont menti. Même si je passais encore sur les médias, je n'aurais pas l'opportunité de dire à chacun qu'ils ont peut-être menti ou ils ont écorché mon image. Donc les gens, ils s'amusent. Ils s'amusent à ce niveau. Tout à l'heure, Billy, vous avez évoqué quand même cet aspect-là qui quand même cristallise, j'allais dire, les attentions, c'est les dossiers. Quel est l'intérêt des dossiers sur les réseaux sociaux? Notamment surtout sur TikTok, c'est là on constate cela. Bon, avec ce que moi j'ai l'habitude de voir, je pense que les dossiers... Est-ce qu'on peut dire que les dossiers sont les actualités du moment? Ouais, je peux dire ça, c'est les actualités du moment. C'est les choses qui permettent aux gens en fait de plus se connecter et de regarder. Ou bien les influenceurs, si on peut le dire ainsi, s'en servent pour tenir en haleine leur audimat. Bien sûr, parce que le truc c'est qu'ils n'ont pas de vrai contenu à proposer. Donc du coup, pour pouvoir tenir les internautes au fait là, ils sont obligés de créer un truc. Mais en voulant créer la chose au fait, ils oublient que cette chose qu'ils ont créée au fait peut avoir des dégâts sur quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dans le sens où ça devient vraiment compliqué, ça devient vraiment un complexe. C'est-à-dire, oui, je gagne, mais je crée des problèmes à quelqu'un. C'est pour ça, parfois, c'est-à-dire que tu vas au commissariat, là, tout le temps, c'est toujours les gens de TikTok, tu vois. Tu ne vois plus de voleurs, tu ne vois plus de non, Billy, quand même, vous n'avez pas dit non, que... c'est réel, dans le sens où, quand je le dis, c'est-à-dire, il y a plus de convocations par rapport à « il m'a insulté, il m'a dit ça », que ils ont volé ou bien ils ont braqué. C'est réel. Ça, c'est votre constat à vous. Est-ce que le Bokono Gbemado Yome a fait le même constat? Les affaires de dossier, c'est l'actualité en fait. C'est l'actualité. Maintenant, c'est que quand il n'y a plus de nouveaux dossiers là, vous allez voir que TikTok là, c'est froid. Maintenant, quand il y a dossier, c'est que tout le monde, je vous dis, même les mamans à la maison, c'est parce qu'en fait, il ne faut pas voir l'effet que qu'on appelle les influenceurs. Il ne faut pas regarder les influenceurs, il faut regarder ceux sur qui ils agissent. Merci. Je vous dis, des mamans courent vite à la maison, vite préparées pour aller prendre TikTok et suivre l'actualité. Sur cette actualité, et puisque vous êtes très actif sur le réseau social, la TikTok, là, depuis quelques semaines, il y a quand même un dossier qui défraie la chronique. Celui qui est en lien avec la disparition mystérieuse de l'artiste Praouda. Vous, en tant que spiritualiste et également au regard de votre parcours, quelle est votre appréciation de tous les commentaires qui sont faits autour de cela? Déjà, moi, je dis que un peuple sans racines, un peuple, c'est un peu perdu, en fait. Excusez-moi les termes. Lorsque nous sommes en Afrique noire, plus précisément au Bénin, nous avons nos rites, nous avons notre culture, nous avons notre tradition. Qu'est-ce que la tradition recommande dans ces cas? Lorsqu'il y a décès de quelqu'un et qu'on n'arrive pas à expliquer ça, il y a les babalao.
les babalao qui se chargent de faire des consultations de Fa, qu'on appelle le Medjaifa, pour voir maintenant qu'est-ce qui a pu causer donc la mort de ces derniers. C'est très important et ça se passe dans toutes les familles. Mais avec le temps, cette forme d'abrutissement dont nous sommes victimes aujourd'hui, ça fait que nous sommes en train de laisser ce qui est pour nous et on est en train maintenant d'entretenir l'autre. Pour dire que lorsque je prends, par exemple, notre artiste, notre cher artiste, il vient d'Abomey. Il n'y a pas un petit Abomey. Dans toutes les familles d'Abomey, il y a au moins un DA, un chef de collectivité. Lorsque le chef de collectivité apprend que un de ses enfants, parce que même quand le chef de collectivité est petit, c'est DA. Lorsqu'il apprend que un de ses enfants disparaît mystérieusement, il appelle le bokono de la famille. Et le bokono fait la consultation maintenant pour éveiller les consciences. Si c'est une mort provoquée ou bien si c'est une mort naturelle. Maintenant, si c'est une mort provoquée, il y a que le FA va recommander, Oromila va recommander automatiquement, donc dit de faire ci, de faire ça, pour que quand même, si c'est que il faut quand même retourner la monnaie, Oromila recommande. Si c'est qu'il ne faut même pas penser à ça, Oromila le dira. Et en même temps, l'enterrement se fera en ces thèmes-là. Maintenant, puisque aujourd'hui, personne n'est plus personne et que tout le monde va et vient et qu'on marie les femmes à Cotonou, en ville, dans les vents, Carrefour, et on ne veut même plus amener les femmes au village, on ne veut pas présenter à une famille qui soit... Il y a eu des déclarations, je ne sais pas si le coach scolaire et en management de la famille a suivi les dites déclarations-là, des audios sont apparus. Est-ce que vous les avez écoutés, vous? Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement de revenir au professeur? Non, j'ai écouté ces audios, puisque nos spécialistes en droit, en juridiction sur TikTok qui ouvrent les dossiers nous ont donné l'information. J'ai eu vent de ça et on a constaté quand même qu'il y a une pression psychologique que la femme de Praoda exerçait sur lui. J'appelle ça une pression psychologique. Et c'est une forme de violence exercée sur un homme. Et vous allez voir, je ne suis pas médecin. Et tout ça a peut-être créé une sorte de traumatisme chez Praoda. Je ne suis pas médecin et puis ça peut faire que ça peut augmenter sa tension artérielle, ainsi de suite. Et moi, j'étais vraiment gêné parce que je vous dis, nos juridictions de TikTok nous ont permis d'avoir l'information. Moi, au départ, je pensais autre chose. Mais quand les audios ont commencé par fuiter, j'ai eu en même temps une autre perception de l'affaire, comme tout le monde. Et là, je vous assure, j'étais quand même un peu gêné qu'il a supporté tout ça, qu'il n'a pas eu le temps de le dire. Il aurait pu dire qu'il serait peut-être en vie. Mais ça dépend de qui il est, parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Il y a des gens, de par leur nature, de par leur trait distinctif, ils subissent, mais le jour où ils s'explosent, c'est qu'ils vont tout gâter ou bien ça gâte tout en eux. Vous êtes spécialiste en management de la famille. J'ai quand même envie de vous poser cette question de savoir comment peut-on expliquer le comportement de l'artiste qui, face à ces agissements-là, au lieu de réagir, enregistrait. Certains ont qualifié ça comme de la manipulation. Parce qu'on a comme l'impression que certains prennent parti pour l'homme, d'autres prennent parti pour la femme, alors qu'on a besoin quand même que ce soit la justice et la vérité qui triomphe. Dans cette capacité d'enregistrer, c'est qu'on veut faire savoir un jour. On enregistre parce qu'on se dit, c'est important ce qui se fait, je vais garder ça pour mémoire. Je ne sais pas le plan de Praoda, mais j'imagine qu'à un moment, il s'est peut-être dit qu'il va le faire savoir, mais à quand? Et pourquoi ne pas le faire peut-être 72 heures après? Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, peut-être que cette femme a eu une pression sur lui. Je ne sais pas si c'est l'amour qui les a conduits à cela, c'est possible. Ou il y a d'autres réalités. Nous sommes quand même encore au Bénin. Le Bokono est à côté de moi. Mais les gens peuvent mettre une pression sur vous. Vous avez une volonté. Je dis les gens peuvent. Il y a des peuvent. Je ne suis pas spécialiste. Mais je pense qu'on peut vous amener à réagir avec tardivement. C'est-à-dire, on vous mène peut-être une pression. Dans vos séances de coaching des familles, vous avez été victime une fois où... Non, le coach n'a pas été victime de ça. Et vous êtes confronté à une réalité du genre. Je me suis peut-être dit que celui qui enregistre, c'est qui veut faire savoir. Et pourquoi pendant tout ce temps, il n'a pas pu dire? C'est qu'il y a quelque chose qui ne l'a pas amené à dire. Ça peut être quoi? Soit il aime, il se dit qu'elle va changer, soit d'autres réalités qu'on ne maîtrise pas. C'est dans ce moment que je parle d'autres choses. Soit c'est parce qu'il aime toujours, soit il se dit, je vais le faire peut-être un mois, je ne serai pas là, peut-être qu'il va voyager, peut-être qu'il ne sera pas
Au Bénin, c'est en ce moment qu'il va le dire. Mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui enregistre ne donne pas l'information. Et c'est pour cela que je m'interroge, je fais des supputations. Bill, sur ce dossier que nous abordons aussi, vaille que vaille, comme ça. Bon, moi, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes confus dans moi, tout. Je suis confus dans tout ça. Mais tout ce que je peux dire quand même, c'est que c'est un artiste quand même très talentueux, sorti de nulle part pour devenir quelqu'un. Et le perdre comme ça du jour au lendemain a été un truc quand même assez tragique pour tous. Et par rapport à son histoire et par rapport à sa tragédie, moi je vais pas plutôt être sur quelqu'un, mais je vais plutôt être sur ce qui est dans la droiture. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il vivait, Oui. malgré tout ce qu'il endurait, je pense quand même qu'il pouvait quand même placer un mot pour permettre aux gens quand même de le soutenir comme d'habitude. Et aussi par rapport à la femme, on ne sait pas aussi ce que Praouda faisait à cette femme également. cette dernière. Donc du coup, se braquer sur quelqu'un et dire que oui, c'est lui qui a raison, non, c'est elle qui a raison, c'est pas être au fait dans la droiture. C'est pour ça que moi, j'ai pas voulu trop tirer. Mais il y a un dicton qui dit « à quelque chose, malheur est bon parfois ». Est-ce que de cette affaire-là, il y a des leçons à en tirer, même si nous sommes toujours dans l'espérance que la vérité triomphera un jour ou jaillira un jour, d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, bien sûr. Et à quelque chose de malheur beau. Quand tu écoutes des audios où on dit peut-être que c'est l'eau de toilette là, on chauffe ou fait thé avec les gens le matin. Ça veut dire qu'aucun homme ne prendra plus du thé le matin simplement sans vérifier. Non, le temps de chauffage. Non, c'est la discipline. C'est que ça discipline les hommes en fait. Et il y a une femme même qui a témoigné, elle a dit que à peine elle s'est disputée avec son mari, le mari a pris ses affaires et il est parti parce qu'il dit que c'est comme ça commence. Et qu'après c'est pour le tuer. Donc il ne veut pas disparaître pour ses parents. Donc en fait, ça peut paraître ridicule. Mais en fait, il y a quelque chose de sérieux derrière. Lorsque la femme... Il y a des enseignements à en tirer quand même. Forcément. Parce qu'on plonge quand même dans le mirage Oui. des réalités des couples Très que bien. nous rencontrons C'est aujourd'hui. de l'autodiscipline. On voit de belles images sur les réseaux sociaux, mais Instagram, derrière, c'est autre Facebook, chose. chat, et Snapchat. Oui. Mais derrière, on a comme l'impression que C'est clair. les gens vivent C'est beaucoup clair. de Même il y a même des femmes qui faisaient la même. Parce qu'au départ, quand l'audio a fuité, faites attention, vous allez voir que les gens se donnaient raison à la femme pour dire que c'est des choses qui se passent. Et c'est vrai. Quand tu es un homme marié, tu dois savoir ça là, tu dois connaître ça là. Mais lorsque les audios ont commencé par se multiplier, il y a des femmes qui ont déposé, comme le dit l'Ivoirien. Il y a des femmes qui ont commencé par déposer pour dire ah que ça là c'est exagéré. Maintenant, ça veut dire qu'indirectement, l'homme est un animal conscient. Ça veut dire qu'indirectement, vous allez voir, il y a des femmes, si avant elles disaient ça, vous allez voir que naturellement, elles vont commencer par cesser de le dire, au point que peut-être son mari étant informé de l'actualité sur les réseaux sociaux, ne puisse pas prendre des décisions qui puissent aller donc en contradiction avec leur relation. Donc ça veut dire que c'est de là. C'est pour ça qu'on dit tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Les réseaux sociaux sont des couteaux, c'est des couteaux à double tranchant, au point que il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Tout est question de sensibilisation. tout est question de sensibilisation, mais on constate qu'aujourd'hui, Fulgence Awangonou, que la vie privée passionne les gens sur les réseaux sociaux. On veut savoir ce que vous faites de votre vie privée, avec qui vous couchez, ce que vous vivez réellement. On a comme l'impression que c'est de ça que lorsque vous faites un post, par exemple, comme Billy, par exemple, il est dans Volaille d'argent, il a quelques vues. Mais quand c'est un post qui est lié à la vie privée, peut-être du Bokono Bemadoyome, ou peut-être on dit qu'on l'a vu, peut-être, je dis une bêtise, à Saint-Rita avec une fille une fille où elle était à moitié à poil, on voit que les gens ont plus la volonté d'aller sur cela que des choses peut-être intéressantes, comme par exemple aux séances de coaching également. La vie privée des gens intéresse parce que les gens y voient ce qu'ils font en cachette. Vous voyez, quand on va dire que le Code Fusion l'a retrouvé devant une maison de joie avec tout ça, et puis on a des photos, on l'a vu, le côté en slip. Vous savez, ça va intéresser les gens parce qu'il y en a qui en font et qui veulent savoir si d'autres sont comme eux. Excusez-moi l'expression. Oui. Soit ils veulent voir s'ils sont comme moi, ou bien ils m'ont dépassé. Et ça passionne tout le monde. Lorsque moi, j'y mets chaque semaine, mes séances de coaching, bientôt, c'est les congés, je vais dire, il faut faire la gestion du temps. Bon, ça n'intéresse pas. Mais si on me met en slip avec deux filles, ça va intéresser tout le monde.
Parce que vous savez, nous avons quand même une société, une communauté. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, pour mettre un message, parce qu'on a constaté que à cause de ce caractère émotif de l'auditoire, certaines personnes sont obligées de tomber dans certaines métamorphoses pour pouvoir faire passer leur message. On voit par exemple des gens peut-être parce qu'ils veulent donner un message, soit ils se mettent à poil ou bien à moitié poil, ou font peut-être le fou, ou créent une situation pour cristalliser les attentions. Oui, moi j'en vois sur même Facebook. Les gens me font publicité de telles choses. Mais il y a d'abord une publicité. Vous allez voir une femme peut-être demi-nue. Et quand vous allez là-dessus, c'est après vous allez voir la publicité. Vous allez voir la chose. Mais il faut dire que dans cette formule-là, il y a quand même ce jeune célèbre TikToker, Alain Kenneth, quand même, qui est très doué dans cette affaire-là. C'est-à-dire, il vous met le dossier, il vous tient en haleine et il passe paisiblement ses publicités. Ça dépend de ceux-là qui suivent ces dossiers. Moi, tu le fais, je vais partir, j'ai autre chose à faire, je vais dormir. Mais vu qu'il vous dit qu'il vous a apporté des informations. Non, je vais vous dire un truc. Oui. Je pense que la jeunesse aujourd'hui sur TikTok doit se dire quel est mon objectif et je vais où. Les gens ne se posent pas cette question. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux devenir? Dans ce que vous devez devenir, vous devez dire qu'est-ce que je veux faire pour attirer les gens. Parce que n'oublions pas, les réseaux sociaux, Internet, tout ce que vous faites, ça va vous rattraper quand vous avez 70 ans. Ça va ressortir. C'est ça fait que moi, je fais beaucoup attention à ce que j'y mets. Je ne mets pas mes photos en train de boire bien. Je ne mets pas ça. Parce que je me dis, quand j'aurai 70 ans, là, quelle est l'image que, ou bien plus, et 75, 80, quelle sera l'image que les gens, mes petits-fils verront de moi? Bien sûr. Les gens pensent qu'on va rester tout le temps jeune, 30, 35 ans, 25 ans, 40. Non, c'est un faux problème. Dieu, par la grâce de Dieu, on aura encore du temps à faire. Et en ce moment-là, on sera quoi? Et quelle est l'image que les gens vont retenir de nous? Quelle est l'image que les gens vont trouver de nous? Pour conclure, nous constatons quand même, Billy, que l'État doit jouer un rôle quand même de gendarme, mais dans le même temps, lorsque le CNIN interpelle quelqu'un, on crie qu'il y a absence de liberté d'opinion et d'expression. Non, en fait, le Béninois, c'est quelqu'un qui aime là où ça a l'avantage, dans le sens où quand il dit quelque chose, ou par exemple... il a tout le soutien possible, il dit que oui, on est en train de m'encourager. Mais quand il fait quelque chose et qu'on doit le punir, c'est là qu'il trouve qu'on est mauvais. Donc à la fin de la journée, franchement, je pense que quand même l'État béninois est en train de mettre un accent principal sur les réseaux sociaux. Vous allez voir maintenant que souvent dans les TikTok, il y a souvent peut-être des hauts gradés ou soit des personnes quand même, des autorités qui viennent dans les lives comme ça. Ils viennent, ils regardent et ils sortent. Et parfois, vous vous rendez compte que peut-être vous recevez une convocation ou un truc comme ça en vite fait, ben, c'est rapide. Donc, actuellement, tous on est dans le va-vite, c'est-à-dire on mesure maintenant ce qu'on dit et on sait maintenant ce qu'on dit. Tu vois, sinon avant, quelqu'un peut venir comme ça et tu viens juste sur le TikTok, il t'insulte d'imbécile ou je sais pas quoi d'autre et puis voilà. Donc, sans savoir qui est vous, derrière. il faut continuer à réglementer cela. Le Bokono est d'avis aussi? Oui, il faut continuer à réglementer, mais les conséquences corrigent mieux que les conseils. Vous allez voir qu'au départ, quand TikTok est arrivé, il y a tellement de gens qui ont foutu là-bas, là. Ils ont fermé. Mais après, quand ces personnes-là sont arrivées, vous allez voir que le comportement a changé. La manière de parler a changé. Mais aujourd'hui, bon, je vais dire, on est en train de trouver un autre moyen maintenant de faire passer le message. Ce qui, tout à l'heure, et le coach a dit quelque chose. Dans une famille où papa fait TikTok jusqu'à 45 ans, c'est pas à 70 ans, ses petits-fils vont se moquer de lui. Parce que les petits-fils aussi lui gardaient caméra quand ils faisaient les enfants. Dans une famille peut-être de Bokono, par exemple. C'est pas demain, 70 ans, mon petit-fils viendra me dire, papa, j'étais vu, pourquoi tu tues les poules, tu fais les... Non, c'est pas possible. En fait, c'est un mood, en fait. Oui. C'est un mood. Quand on dit réseau social, c'est un autre level, c'est un autre monde. Moi, j'ai une petite digression. J'ai un commentaire que j'ai lu une fois sur vos posts où quelqu'un a dit, mais ce monsieur est un criminel et tue trop les poulets. Et donc, le réseau social, c'est que c'est un choix. Quand tu optes pour ce choix, c'est que tu deviens addict. À un moment donné, même quand il fait 24 heures et tu ne publies pas quelque chose, toi-même tu commences à te poser des questions, tu dis qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de vous là? Je parle de lui. Donc, et tu te dis qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des gens qui attendent et qui veulent l'information. Bien sûr. Maintenant, déborder, sortir comment on appelle, dérailler, c'est ça qu'il faut travailler. Mais il faut toujours donner la bonne information. Il ne faut pas donner une information pour informer. Oui, mais partout dans le monde entier, quand tu dis que j'ai appris quelque chose, on dit oh, tu dis réseau. On te dit mais non, il faut vérifier d'abord. Parce qu'il y a les pranks.
le prank dans le système des réseaux sociaux, c'est autorisé. Donc, je peux pranker quelqu'un avec une information, la personne s'emporte et puis voilà, je lui dis que non, qu'en fait, c'est pas... rigoler, quoi. Merci à vous, Bokono Gwemadoyome. Coach, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut pour avoir une animation saine de nos réseaux sociaux? Non, mais ça a commencé. Je pense que pour la session ordinaire des députés, la loi sur le numérique est revenue. Bien sûr. Et je pense que si c'est revenu, je leur dis, il faut casser. Il faut pas que... Vous savez, la vie privée des gens, encore chez nous, on ne veut pas aborder ça comme on veut. Là-dessus, il ne faut pas... Zéro tolérance. Moi, je ne parle pas de la vie privée des gens. Je vous parle de coaching. Ça s'arrête là. Point final. Maintenant, s'il y en a qui veulent en faire leur job, ils doivent s'en tenir à ce que la loi dit. Sinon, vraiment, il faut les mettre au frais. Est-ce que les influenceurs doivent se faire former? Et puis, c'est devenu leur job, c'est devenu presque leur métier. Ils sont une profession pour certains. Presque. Ouais. Donc, c'est quand même important pour eux de savoir comment ça se fait, les normes qu'il y a, la réglementation autour. Et encore que, vous savez, à l'Assemblée déjà, c'est revenu pour la session ordinaire des députés. C'est sûr qu'ils vont mettre des garde-fous, mais quand même, il faut permettre la liberté d'expression, rester dans les normes. Vous pensez que déjà, est-ce qu'on a déjà, il faut encore corser? Non, je ne parlerai pas de corser, mais je parlerai de tout faire pour que chacun retrouve son équilibre. Ceux dont on en parle, il faut leur droit. La vie privée soit davantage protégée. Protéger, c'est important parce que vous savez, parfois, on parle des gens, mais quand même, leurs enfants, demain, on dit, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut protéger tout le monde. Protéger aussi les TikTokers et ceux dont ils parlent, je pense que c'est important. On est à Israël, peut-être que demain, il y aura des formations pour les TikTokers, pour savoir comment ça fonctionne le métier. Merci à tout un chacun. Merci à Fulgence Arangonou. Je rappelle que vous êtes coach scolaire et en management de la famille. Bokono Gwemadoyome, merci pour vos éclairages. Merci également au jeune entrepreneur Billy Katraye. Merci également pour vos opinions. Chers amis internautes, moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est de vous dire que les réseaux sociaux, comme moi, et certains, je suis sûr, ils sont amusants, ils sont très passionnants. Lorsque parfois, vous trouvez parfois des choses très choquantes et très irritantes. Dans le même temps, lorsque vous scrollez les commentaires, vous avez peut-être quelques mots parfois où vous voyez quelqu'un qui est en train de remonter sévèrement les bretelles à la personne. Et en même temps, il y a des commentaires où vous fondez en rire parce que ça vous fait quand même à un moment donné oublier ce qui vous tourmente et vous tracasse à un instant T. Ce qui est important, la vie privée, elle est sacrée et il faut la respecter parce que chacun de nous, nous avons une vie privée, chacun de nous, nous avons quelque chose que nous faisons quelque part et que nous ne voulons pas que quelqu'un soit au courant. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Le défi d'aujourd'hui est très simple. Vous allez répéter après moi, Jésus va chez Zachée, 5 fois simultanément sans faire d'erreur. Jésus va chez Zachée 5 fois, ou bien. Ok. Jésus va chez Zachée, Jésus va chez Zachée, Jésus va chez Zachée, Jésus va chez Zachée, Jésus va chez Zachée. Vous avez fait d'erreur, donc vous avez perdu. Les règles sont simples. Vous trouvez correctement les prix de tous les animaux, vous êtes gagnant. Vous ratez ponctuellement et vous perdez. On commence. Le chien. Le chien à boire. Le chat. Miaou. Pardon? Miaou. Ça dit les miaulements quoi. Oui, vous pouvez dire le chat miaule, mais pas miaou. Ok, miaule. Et le lion? Le lion, c'est gémissement. Il gémisse quoi? Pardon? Gémissement ou bien... Non. C'est gémissement. Le lion ne gémit pas. Et il rugit. Qui gouverne le Bénin? Talon. Son nom au complet, s'il te plaît. Praxis Talon. Comment appelle-t-on les enfants du chat? Les charlatans. Enfants du Bénin debout, la vie a écrit son nom. Peut chanter, preuve, Bénin, enfants du Bénin debout, la vie a son nom. Ma femme me trompe. Je suis mort, c'est fini, ma vie n'a plus de sens.
Tu vas pas mourir. Ça va te chauffer un peu et puis c'est fini. Mais attends, si ta femme te trompe, laisse-la tomber. Bonjour à tous, je suis votre nouveau professeur, Monsieur Patate, P-A-T-A-T. Oh, je vais procéder à l'appel. Hichem, présent. Charlie, présent. Ariles, présent. Non mais vous vous foutez de ma gueule là ou quoi? Non mais ça va à chaque fois on se fout de ma gueule. Lorsqu'on l'a vu pas l'air, je vous encule, hein. Je vous encule tous, hein. Monsieur Patate. Il faut rester. Excusez-moi madame, pour le bien de notre cours, il faut que vous répétiez cette phrase. Si ceci, ceci, ces soins sont sans succès. C'est facile. Si ceci se sait, c'est sûr. Si ceci se sait, c'est soit succès. Si ceci se sait, c'est soin. Allez, Nico Boutkoum. Run. Run. Hydroélectricité. Merci Madame Brulebois. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas bien. Donc, arrêtez un peu de sérieux, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai peu dormi, donc Madame Brulebois, arrêtez. Votre amendement, il est déjà satisfait puisque la redevance... Non, désolé. L'amendement est satisfait. Parce que... elle a été supprimée dans le PLF 2018, donc il n'existe plus ce prélèvement spécifique sur la petite hydro. Amendement CD 149. Madame Brulebois. Non mais arrêtez, c'est sérieux. Je vous propose une petite suspension de séance. Tu fais quoi dans ta vie? Chercheur. Chercheur de quoi? Je cherche les jobs. Quel genre de job? Tout ce qui peut m'aider à survivre. Je suis un survivant. Sur ton CV, tu mets quoi sur ton CV? Motivé. Et t'aimes quoi toi comme travail? C'est quoi le travail que t'aimes? Là où je vais pas dépenser beaucoup de force. C'est quoi ton métier de rêve? Et cuisinier. Pourquoi cuisinier? J'aurai tous les repas à m'apporter. Cuisiner pour mon patron. Seulement que chaque soir en voulant rentrer, je fais l'emballage de ce qui reste. Frérot, je veux savoir, t'as une copine? C'est ça, je cherche. C'est tout ça là, même là, c'est dans chercheur là. Je cherche ça aussi. Tu as dit, dans chercheur d'emploi, je cherche aussi des filles. Une question, t'as déjà appelé des filles en FaceTime et tout en France? Non, y a pas connexion. Ceci là, c'est pour l'église. Actuellement, j'utilise connexion de l'église. Moi, c'est mon coloc qui l'a loin.
Allez, get out! You do it! The mighty name of Jesus! Olé. Olé. All I wanted to do was play with you. Deux. Autre. Yallah. Autre. Deux. Autre. How old is your brother? 30? No. 26? No. How old are you, Robert? Can he come up? Come here. Don't interrupt me when I'm talking to Steve Harvey. Mr. Harvey, Yes, sir. you're the bestest man in the world. Hey, James, I love you. You do? You're very respectful. You call me Mr. Harvey. You're only 3. I love you, man. Ici en face même de la hôpital là. Un susu de churubru, 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 churubru. Hey. L'animation des réseaux sociaux par la jeunesse est un phénomène complexe aux multiples facettes. D'un côté, ces plateformes constituent de véritables espaces d'expression, de créativité ou d'innovation. Les jeunes y diffusent leurs opinions, partagent la culture locale, la musique, l'humour et abordent des sujets d'actualité ou politique qui sont absents des espaces publics traditionnels. Cela contribue à une forme de citoyenneté numérique, à la valorisation des identités locales et à la construction d'une jeunesse engagée et connectée. Sur le plan économique, les réseaux sociaux offrent assez d'opportunités pour les jeunes. Beaucoup de jeunes deviennent des influenceurs, des créateurs de contenu ou des entrepreneurs digitaux, renforçant ainsi l'économie locale. Certains monétisent leur audience pour promouvoir le Made in Bénin et entendre ainsi renforcer, dynamiser le tissu économique, même si on observe des disparités en termes d'accès et de réussite. Cependant, il serait réducteur de ne voir que les aspects positifs. L'animation des réseaux sociaux s'accompagne souvent de dérives préoccupantes, notamment en matière de dépravation des mœurs. On observe de temps en temps une diffusion de contenus à caractère sexuel explicite, une banalisation de la violence verbale et parfois une glorification des comportements contraires aux valeurs traditionnelles et éducatives. Cette exposition précoce peut avoir des répercussions, un impact sur la construction identitaire des tout-petits et leur perception des normes sociales. Les phénomènes de cyberharcèlement, de désinformation, autant et d'exhibitionnisme sont autant des réalités qui interpellent les parents,
les éducateurs que les pouvoirs publics. Par ailleurs, l'accès inégal à Internet, le manque de formation à l'esprit critique et aux usages responsables du numérique, ainsi que la pression sociale liée à la quête de visibilité et de reconnaissance sont autant des défis à relever ensemble. Les réseaux sociaux, s'ils peuvent être des leviers d'émancipation, peuvent devenir des espaces de fragilisation, de vulnérabilité et de reproduction des inégalités. En somme, l'animation des réseaux sociaux par la jeunesse béninoise est un phénomène ambivalent. Il représente à la fois une formidable opportunité d'expression, d'innovation et de créativité et de développement, mais aussi un terrain où se manifestent des risques de détresse et de fragilisation des repères sociaux. Il est essentiel donc d'accompagner ce mouvement par une éducation au numérique, une régulation adaptée au dialogue et un dialogue constant entre générations afin que les réseaux sociaux deviennent de véritables outils d'épanouissement éducatif. Je parle aujourd'hui avec un cœur ouvert, beaucoup plus ouvert en tant que femme béninoise de la diaspora, engagée, concernée et surtout profondément attachée à la jeunesse de mon pays. Je tiens d'abord à saluer cette incroyable créativité qui jaillit de nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Twitter ou d'autres plateformes où nos jeunes béninois et béninoises s'expriment, se dévoilent, dansent, chantent, racontent leur quotidien, valorisent notre culture, notre patrimoine, nos plats, nos proverbes. Cette vitalité m'émerveille et me rend fière. Je vois également des jeunes qui innovent, qui lancent des initiatives et qui font du contenu, du vrai contenu, une force. Certains deviennent même des leaders d'opinion, des influenceurs positifs qui donnent envie de croire en un Bénin moderne, jeune et debout. Et cela, je veux le dire, nous, Béninoises et Béninois de la diaspora, nous regardons avec admiration et fierté. Mais il serait malhonnête de ne pas évoquer ce qui parfois nous inquiète. Beaucoup de contenus qui circulent aujourd'hui révèlent également une profonde dégradation des valeurs, trop de vulgarité, trop de mise en scène de l'intimité, trop de provocations pour faire le buzz, trop de vidéos où l'on tourne en dérision l'intelligence, où la légèreté devient la norme et où parfois le respect de soi-même est sacrifié à quelques likes. Je crois sincèrement que ce n'est pas cela l'ambition d'une jeunesse béninoise consciente. Ce n'est pas cela non plus le vrai pouvoir des réseaux sociaux. Ces plateformes peuvent devenir des lieux d'éveil, d'éducation, de transformation, de transmission, de fierté collective. Et nous avons besoin d'une jeunesse qui comprend sa responsabilité, qui est de savoir que chaque vidéo, chaque mot, chaque image façonne l'image du Bénin dans le monde. Alors oui, nous de l'extérieur, nous soutenons, mais nous appelons également à l'élévation, à l'audace de faire mieux avec la rigueur, la décence et la beauté dans l'expression de soi. Je vous le dis avec gravité. Soyez les gardiens de votre image sur les réseaux sociaux. Soyez les bâtisseurs d'un Bénin qui inspire le monde entier. Moi, je trouve bien au Bénin que le Bénin avance dans le numérique. Et les jeunes, je vois comment ils font des choses sur les réseaux sociaux, ils dansent bien. Et on voit sur la musique, on les voit, c'est magnifique. Et je trouve très très bien. Et je voudrais même que l'État leur donne
leur encourage et aussi subventionner certains jeunes parce que c'est un truc que ça peut avancer notre pays parce que le numérique au Bénin, le Bénin est dans les tomes. Parce que surtout les jeunes, ils évoluent beaucoup. Et je trouve très très bien parce que je vois que c'est bien cadré. Si l'État peut cadrer, si on peut les encadrer bien, ils vont faire de bonnes choses parce que ça marche bien pour moi. Selon moi, je trouve magnifique pour notre pays. Et de deux, ce qui est mauvais dedans, il voulait parler parce que des fois, on voit des images des femmes nues, des hommes, ils restent nus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas normal. Ou dans certains clips, c'est pas normal. Parce que ça ne donne pas, l'éducation pour les frères, les jeunes béninois et les béninoises. Donc, il faut que ce côté-là, si on peut les encadrer et corriger des petits défauts là, que ça ira bien au Bénin. J'adore mon pays parce que je vois comment les choses se passent dans les réseaux sociaux. Moi-même, je suis musicien. Et je vois comment on envoie les vidéos, comment les gens font leurs clips. Les artistes, il n'y a pas de trop de fautes qu'on va dire, on va corriger, mais les petits trucs, rester torse nu, faire des trucs de porno, non, c'est pas notre truc parce que les enfants, quelle éducation on va donner aux enfants quand ils montrent ces trucs de porno, le truc que on garde ça secret, on montre, les jeunes commencent pas à faire des bêtises comme ça là sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Et de deux, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à parole, parce que des fois, on met des images que c'est des face-neck, et ils balancent sur les réseaux sociaux, que c'est des mensonges, et après les gens croient, parce que j'ai vu certaines images sur les réseaux sociaux, que c'est du face-neck, et c'est pas bien, on partage sur tous les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, TikTok, c'est pas bien.